Parfait. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment trop contents ce matin de vous voir. Merci beaucoup pour votre présence. Et donc, au nom du comité étudiant et au nom de l'UPR Roger, j'aimerais donc vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de formation sur les demandes de bourse. Merci beaucoup de vous être inscrits. Cela témoigne de l'importance que vous accordez aux demandes de bourse dans vos différents projets de recherche. Merci beaucoup. Et donc, ces trois ateliers de 2 heures ont été donc spécifiquement faits pour vous aider à planifier, à mieux optimiser vos processus de demande de bourse. Et donc, aujourd'hui, on aura une présentation, une séance théorique et nous aurons donc pour les sessions de la semaine prochaine et la prochaine des sessions pratiques. Donc, on aura l'opportunité de discuter en sous-groupe, de faire des rétroactions, des commentaires, des critiques constructives sur les documents de demande de bourse. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Louis-Pierre Roger. Louis-Pierre a complété un doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal. Il est actuellement un chercheur postdoctoral à l'Université McGill. Louis-Pierre est également le président de la clinique des bourses de l'Université de Montréal et il est également bénéficiaire de la bourse Banting. Donc, on a la personne idéale, la personne expérimentée ici aujourd'hui pour nous guider, pour nous donner des conseils pratiques essentiels pour réussir nos demandes de bourse. Et donc, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite un excellent atelier. Sur ce, Louis-Pierre, je te donne la parole. Oui, ben merci beaucoup Fatimata. Puis en fait, voulais-tu peut-être te présenter aussi parce que tu m'as aimablement présenté, mais je pense, je me souviens pas si tu nous as dit toi qui tu étais. Oui, exactement. Je ne me suis pas présentée, désolée. À moi, je m'appelle Fatimata Ouedraogo et puis je suis une étudiante de doctorat en sciences de la réadaptation. Et puis voilà, je suis la représentante étudiante de l'Axe 2 du CREI et aujourd'hui, je suis avec Louis-Pierre pour aider à planifier, à organiser les choses pour que tout se passe bien. Alors voilà, Mhm. merci. Excellent. Merci Fatimata. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir. Merci encore à Fatimata, au CRIR, pour cette belle invitation en fait là, on organise puis qu'on donne cet atelier-là. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Comme Fatimata disait, vous allez voir, on va être deux co-animateurs, co-animatrices là, dans les prochains trois ateliers. On va vous parler du plan plus en détail. Vous allez voir, aujourd'hui, ça se peut que je parle un peu plus, mais on est quand même, là, on a un rôle partagé là, de co-animation. Sinon, en fait, je réfléchis. Donc, comme Fatimata nous disait, l'atelier s'intitule Les demandes de bourse, quoi savoir et comment bien quoi savoir et comment bien préparer une demande de bourse. Fait que c'est un peu ces aspects-là dont on va parler ensemble là, dans les prochains 6 heures réparties en trois ateliers. Peut-être avant qu'on débute directement dans le contenu, peut-être un peu, puis on s'est déjà présenté, on va parler un peu du plan. Je voudrais juste vous dire, en fait, là, la séance aujourd'hui, elle est enregistrée. Elle est enregistrée, en fait, pour que vous ayez accès aux discussions aussi qu'on va avoir dans le cadre de l'atelier, parce que vous allez voir, la présentation PowerPoint, elle est épurée pour que ce soit le plus facile possible à comprendre. Puis il y a beaucoup de choses dont on va discuter qui ne figurent pas dans le PowerPoint. Fait que pour aussi peut-être vous libérer l'esprit, puis pour que vous puissiez être 100% présente ou présent avec nous dans les discussions, puis que vous n'ayez pas à prendre trop de notes, disons, trop détaillées. Vous allez avoir accès à cet enregistrement-là. Vous allez aussi avoir accès au PDF de la présentation PowerPoint. Vous allez y avoir accès par après. Je fais une aparté. En fait, je m'excuse pour les personnes anglophones qui s'attendaient à recevoir là, le PowerPoint en anglais aujourd'hui. J'ai eu un problème technique. Ma version en anglais, elle a été effacée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Fait qu'aujourd'hui, j'ai uniquement la version en français, mais aussitôt qu'on va avoir la version traduite en anglais, on va vous la faire parvenir aussi. Euh, pour les personnes aussi qui sont plus familières en anglais, c'est un atelier qui va se donner en français, mais pour lequel vous allez pouvoir interagir en anglais si vous le souhaitez. Vous pouvez poser vos questions en anglais, vous pouvez écrire en anglais dans le chat et je vais même pouvoir y répondre en anglais si c'est plus facile pour vous. Donc, on y va avec bienveillance et flexibilité là, pour s'accommoder avec les deux langues. Donc, on a parlé de l'enregistrement, parlé du PDF. Je pense pas avoir oublié autre chose, hein, Fatimata. Y a-tu d'autres Oui, trucs? je pense que tu as Ah, parcouru les éléments, les annonces. ouais. OK, C'est top. excellent. Donc, on y va comme ça. Merci, Fatimata. Euh,
Donc, on s'est présenté. Peut-être que je vous dise quelques mots de plus sur moi. En fait, c'est ça. Moi, de mon côté, peut-être vous dire au-delà de, disons, ça a été quoi, je suis à quel niveau dans mon parcours académique, en fait, qu'est-ce qui fait que je suis une personne parmi tant d'autres qui pourrait vous parler aujourd'hui là, de la préparation de demande de bourse. Parce qu'en fait, la préparation de demande de bourse, hein, on va le voir ensemble, c'est un art qui se pratique et qui peut avoir différentes formes, différentes présentations, dépendant de nos expertises puis de nos expériences aussi. Fait qu'il y a des personnes, tu sais, moi, mettons, dans cet atelier-là, moi et Fatimata, on va parler de certains conseils, mais ça se peut très bien que d'autres personnes vous donneraient des conseils différents et qui soient totalement valides aussi. Donc, on vous invite aussi justement à être critique par rapport à ce que vous entendez dans l'atelier, puis à bien le contextualiser à votre propre, justement, contexte spécifique. Mais ce qui fait en fait que moi, je peux être avec vous aujourd'hui, de un, en fait, c'est que ça fait depuis 2017, même 2016, je dirais que je m'initie à préparer des demandes de bourse, à faire des applications, soit des programmes de bourse ou des programmes de subvention ou à des prix. Donc, ça s'approche, ça fait déjà un peu plus que 8 ans. Ça va vite. Et j'ai eu l'opportunité, par exemple, dans ma maîtrise, de recevoir une bourse des Instituts de recherche en santé du Canada, en plus de différentes plus petites bourses au niveau départemental ou facultaire à l'Université de Montréal. Ensuite, au doctorat, à la fin de ma première année, donc j'ai commencé ma première année de doctorat sans financement, mais j'ai été chercher des petites bourses et à un moment donné, j'ai eu le plaisir, en fait, de recevoir là, une combinaison de bourses, en fait, du Fonds de recherche du Québec en santé et des IRSC, des Instituts de recherche en santé du Canada, pour financer mon doctorat. Donc, ça aussi, ça a été une belle expérience pour moi. Et finalement, pour le post-doctorat, en fait, que j'en suis à la fin de ma deuxième année en ce moment, je suis à l'Université McGill. J'ai financé mes 2 premières années de mon postdoc avec une bourse du FRQS, Fonds de recherche du Québec en santé. Et maintenant, je suis financé pour les 2 dernières années de mon postdoc avec une bourse Banting, donc une bourse plus au niveau fédéral, Banting, puis dans le domaine de la santé, justement. Donc, vous comprendrez que derrière ces bourses-là, ces applications-là, il y a aussi plusieurs applications, plusieurs pratiques, plusieurs rédactions de différents documents, plusieurs rétroactions de différentes personnes qui sont versées dans la préparation de demandes de bourse. Donc, j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup, beaucoup de ce côté-là. Puis, c'est ce qui m'amène justement à pouvoir au moins vous partager le peu que je sais par rapport à ce domaine-là. Encore une fois, je suis très reconnaissant de pouvoir faire partie du comité qui est, pas du comité, mais disons là, des personnes qui vous donnent cet atelier-là aujourd'hui. Fait que bref, ça vous donne un peu plus de contexte sur moi. Vous voyez aussi que je fais des très longues phrases quand j'improvise. Donc, si des fois c'est un peu trop long, quoi, n'hésitez pas à m'arrêter si c'est pas clair ce que je dis. Fait que c'est ça, assez parlé de moi. En fait, ce que j'aimerais en fait, avant qu'on débute, on va parler de l'atelier. C'est quoi notre plan? Un peu comme Fatimata vous a dit tout à l'heure, juste pour qu'on s'assure qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Euh, les demandes de bourse, oui, on peut apprendre de manière, on peut lire, on peut écouter des gens, ça peut être une belle manière d'apprendre, mais on apprend aussi beaucoup en les faisant, en préparant des demandes de bourse. Donc, ce que Fatimata et moi, on vous propose, en fait, c'est justement une combinaison de un peu de présentation et beaucoup de pratique et beaucoup d'échanges avec vos pairs et beaucoup de rétroaction entre vous pour qu'on apprenne les uns des autres, en fait. Donc, aujourd'hui, le 3 juillet, notre 2 heures, c'est davantage là, présentation, conversation, échange et questions. On va démystifier certaines choses pour vous selon vos besoins. Mais les 2 prochaines séances, en fait, c'est quasiment uniquement de la pratique et de la rétroaction, justement, et de l'entraide, si on peut l'appeler comme ça, en fait, appelons-le comme ça. Et pour que vous puissiez profiter pleinement des ateliers, vous allez avoir des devoirs qu'on va vous proposer et des devoirs en fait à réaliser entre chacune des séances. Vous allez en avoir un à la fin de la séance d'aujourd'hui et un autre à la fin de la séance du 10 juillet en préparation du prochain atelier. Les devoirs, en fait, ça va vous permettre d'avoir quelque chose sur quoi travailler au moment d'une période d'échange en groupe où justement vous allez pouvoir soit
commenter les travaux des autres ou recevoir des commentaires constructifs, comme disait Fatimata, sur votre propre travail. Justement, parce que, comme je vous disais, c'est beaucoup en faisant qu'on apprend et qu'on s'améliore. Donc, on est dans une approche de pédagogie active dans ces ateliers-là. Peut-être aussi un autre, tu sais, là, je vous partage peut-être des règles du jeu pour notre atelier. Premièrement, en fait, il n'y a pas de questions inadéquates ou niaiseuses ou inutiles. Sentez-vous très à l'aise, en fait, de poser vos questions ou de nous faire part s'il y a des choses que vous ne savez pas. Et ensuite aussi, je vous encourage au respect entre vous, autant dans nos échanges en grand groupe qu'en petit groupe. Et aussi ce que vous allez voir dans le cadre de l'atelier, en fait, tu sais, vous pouvez en parler avec vos collègues et tout. Par contre, quand vous allez voir des travaux de vos collègues, je vous encourage aussi à la confidentialité. On va avoir des méthodes justement pour préserver les droits d'auteur et tout, mais malgré tout, je veux quand même là, vous aviser là, que, tu sais, justement, on vous encourage, on vous demande de faire preuve de professionnalisme, justement, et quand vous allez voir des travaux de vos collègues, par exemple, de peut-être pas les prendre en photo pour reprendre des mots pour mots dans ces eaux-là, là, vous allez me dire, Louis-Pierre, peut-être que c'est vraiment pas nécessaire euh, comme de dire ça, on le ferait d'emblée vraiment pas, mais je préfère le nommer quand même pour que ce soit clarifié pour tout le monde. Donc, parfait. À part ça, sinon, d'autres règles du jeu, fait que là, des aspects plus le fun, en fait. Vous allez voir, je n'aime pas parler tout seul, incluant quand c'est une présentation magistrale. Fait que sachez que vous pouvez m'interrompre à tout moment dans l'atelier qu'on va avoir aujourd'hui. Vous allez voir dans les deux prochains, là, ça va être plus des échanges informels et tout, fait que ça va être plus facile, disons, de s'interrompre. Mais aujourd'hui, vous pouvez soit utiliser le chat, mais je vous encourage aussi beaucoup à lever la main à utiliser la fonction main levée de Zoom qui est dans les réactions. Ça se peut que vous ayez besoin de cliquer sur les trois petits points de votre plateforme Zoom pour trouver justement là, l'onglet réaction. Souvent, c'est un onglet avec un petit bonhomme sourire et tout, et il y a la fonction main levée. Si vous avez des problèmes à utiliser la plateforme Zoom, simplement là, nous écrire ça sur le chat pour nous dire si on peut vous aider, mais c'est ça, en utilisant la fonction main levée, moi, ça va me permettre de savoir si vous voulez intervenir. Ça peut être autant pour des interventions que des questions aussi, hein. Des fois, vous pouvez juste nous partager vos expériences, vos questions ou votre vécu ou vos perceptions. Ça va juste rendre ça plus le fun, plus interactif. Puis aussi, moi, ça va me permettre de prendre une gorgée de café des fois en attendant. Donc, Fatimata, voulais-tu intervenir? Je vois que ton micro est ouvert. Ah oui, et oui, exactement. Je voulais parler du chat, mais tu l'as déjà annoncé. Donc, vous pouvez lever la main ou le chat et sentez-vous à l'aise de poser votre question en français ou en anglais. Il n'y a vraiment pas de Mhm. problème. Excellent. Merci, Fatimata. Ce que je vous propose, en fait, ici, vous allez voir, ici et là, j'ai essayé de les éviter, mais là, j'ai un petit glitch de mise en page. Ce qu'on vise pour vous, entre autres, avec cet atelier-là de 6 heures, c'est de clarifier, en fait, c'est quoi une bourse? À quel programme est-ce que vous pourriez appliquer? Comment est-ce que ça s'effectue, le processus de sélection et d'évaluation? Comment préparer sa demande? Comment demander une lettre de recommandation? Où trouver l'information concernant les concours de bourse dans votre université? Et que se passe-t-il après le dépôt de la demande? Fait que ça va être des aspects qu'on va regarder ensemble, des réponses qu'on veut clarifier avec vous. Mais avant qu'on tombe dans le contenu théorique, moi, j'aimerais entendre un peu sur vous, vous donner l'opportunité là, de nous parler un peu de vous. Ce que je vous propose, en fait, je vais repartager mon écran, ce ne sera pas bien long. Et euh, excusez, je ne veux pas vous donner la nausée. Vous devriez voir apparaître une page web Mentimeter. Mentimeter, c'est un sondage interactif, c'est une plateforme de sondage interactive, en fait. Euh, pour y accéder, vous avez les consignes à suivre en haut. Rendez-vous au site web. Vous pouvez soit utiliser votre ordinateur ou votre téléphone cellulaire. Rendez-vous au site web menti.com, donc menti.com. Et une fois que vous allez être sur le site menti.com, on va vous demander d'entrer un code pour justement rejoindre notre sondage spécifique. Donc,
Ce que j'aimerais, en fait, là, prenez le temps de vous connecter. On a déjà 6 personnes qui ont pu se connecter. La première question, là, elle se veut un peu plus rapide, un peu plus facile. Ça nous laisse aussi le temps là, aux gens de se connecter pour les autres questions qui sont peut-être un peu plus charnues, un peu plus, qui peuvent peut-être être un peu plus complexes. On va se donner encore un 15 secondes. Vous allez voir, on a comme 6-7 questions à répondre. Excellent. Donc, on a 9 personnes qui se sont connectées. Fait que ce qu'on peut voir ici, là, je ferme les petites caméras pour bien voir. On a 2 personnes qui sont maîtrises de type court avec stage. On a 3 personnes maîtrises avec mémoire, 4 personnes au doctorat en recherche et 4 personnes maîtrise mémoire et 1 personne qui est dans un statut autre. Donc, si cette personne-là, elle est à l'aise de le partager, vous pouvez écrire dans le chat, c'est quoi votre statut autre? Peut-être qu'on est au post-doctorat, peut-être qu'on est une personne de l'industrie, mais vraiment à votre discrétion si vous voulez en parler ou pas. Donc, on a une belle variété de personnes parmi les parcours là, potentiels en lien avec les niveaux d'études. Peut-être c'est drôle, là, j'ai juste le mot disclosure, là, mais juste une mention en fait que pour les 2 personnes qui sont à la maîtrise de type cours avec stage, sachez que cet atelier-là va surtout se porter sur les bourses pour les étudiants qui sont dans une maîtrise ou un doctorat en recherche. Parce que c'est beaucoup dans ces domaines-là qu'il y a des bourses qui sont disponibles pour les étudiants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les programmes courts ou avec stage. Par contre, des fois, les démarches peuvent être différentes, puis la disponibilité peut être différente aussi. Je fais juste vous en faire part, mais vous êtes les bienvenus avec nous à profiter de l'atelier. Et Donc, la personne oui, autre, c'est un postdoctorat dans le cas. postdoctorat, excellent, merci beaucoup. Donc, prochaine question. À quel domaine est-ce que vous êtes associé en particulier en lien avec vos intérêts ou votre domaine de recherche? Donc, êtes-vous plutôt au niveau de société et culture, par exemple sciences humaines, les arts ou autres? Êtes-vous plus en lien avec la santé ou êtes-vous plutôt en lien avec la nature et les technologies? D'accord. Donc, on a une forte prédominance de personnes en santé. La personne en société culture, on est très content de vous avoir, puis ne vous sentez pas intimidé par la disparité dans les domaines. Tout ce dont on va parler aujourd'hui va être applicable à tous les domaines, mais c'est bon de savoir. En fait, c'est intéressant pour l'instant, en tout cas, on a personne en nature et technologie, prédominance en santé et 1 personne en société culture. Merci. J'aimerais savoir maintenant plutôt votre expérience en lien avec la préparation de demandes de bourse. Combien est-ce que vous en avez préparé par le passé ou jusqu'à maintenant? Puis, c'est pas une compétition, en fait, c'est plus pour savoir à quel point vous avez été exposé à un processus de préparation de demande de bourse. Excellent. Super. Ben, je vous remercie encore une fois. On a une belle variété dans les expériences. On a 2 personnes qui ont une expérience pour l'instant qui est embryonnaire, donc vraiment qu'on n'en a pas encore réalisé. On en a 5 qui en ont fait entre 1 et 3, 4 personnes qui ont fait de 4 à 6 demandes de bourse et 1 personne qui en a fait 7 et plus. Donc, je vous invite en fait les 10 personnes qui ont déjà une expérience en préparation de demande de bourse à ajouter, à bonifier nos discours là, quand Fatimata et moi, on va vous partager des informations. Si vous voulez aussi nous faire part soit de vos expériences ou de ce que vous avez vécu, ça va nous faire plaisir. Puis comme ça va rendre aussi là, l'atelier plus diversifié, plus profitable pour tout le monde. Fait que c'est le fun de voir là, qu'on a des personnes qui ont de l'expérience aussi dans le groupe. Prochaine question. C'est quoi votre niveau de connaissance ou de compétence perçue? Donc, comment vous vous sentez ou comment vous vous percevez par rapport à ça? Au sujet suivant. Donc, par exemple, votre connaissance des programmes de bourse disponibles, connaissance des composantes habituelles d'une demande de bourse,
votre connaissance des pratiques à favoriser et à éviter dans la préparation d'une demande de bourse et votre niveau de compétence à préparer une demande de bourse. Une réponse plus faible, justement, plus basse dirait que vos compétences ou connaissances sont perçues comme faibles, mais un score qui se rapprocherait plus de 10, ce serait plutôt justement très élevé. On se laisse le temps, vu qu'il y a quand même plusieurs petites questions. Des fois, ça peut être plus long à rentrer. On donne encore 10 secondes. Très intéressant. Donc, je vais commencer à lire les réponses. On peut voir justement une belle étendue hein, parmi les réponses, en fait. Ce qu'on peut voir justement, il y a certaines personnes qui ont plutôt des connaissances ou des compétences qui considèrent peut-être un peu plus faibles, d'autres un peu plus élevées. Fait qu'on on peut voir justement, là, c'est ça, une belle complémentarité. Malgré tout, nos niveaux moyens, on est plutôt en bas de 5, même en bas de 4. Donc, ça nous permet de voir en fait qu'on a des choses à travailler, puis c'est très bien. Merci pour ça. Maintenant, on tombe plutôt sur ce qui serait important pour vous. En fait, ce serait quoi les sujets prioritaires que vous voudriez aborder pendant l'atelier? Puis vous allez voir, la prochaine question, c'est quoi vos attentes? Fait qu'ici, justement, centrons-nous sur c'est quoi les sujets dont vous voulez entendre parler, s'il vous plaît. Puis là, ici, c'est une réponse à court développement. Fait que vous pouvez écrire quelques mots, une phrase. Quand les réponses vont rentrer, on va commencer à les lire. On va se donner encore 10 secondes. Pour l'instant, je ne vois pas de réponse. Ah, excellent. Super, ils sont toutes rentrées en même temps. Donc, on peut voir qu'est-ce qu'il faut éviter, quoi prioriser. C'est quoi les forces qu'on peut développer en fonction de notre profil académique pour donner plus de poids à notre candidature? Excellent. C'est quoi les types de bourses? Comment bien préparer les demandes, les pièges à éviter? Où trouver les informations sur les bourses qui existent, le calendrier de dépôt, ce qu'il y a à maîtriser pour compléter les demandes? Très intéressant. Comprendre ce qui est recherché par les évaluateurs des demandes de bourse, comprendre la posture à adopter quand on écrit une demande de bourse. Très intéressant. Les types de bourses, la durée moyenne de préparation d'une demande de bourse, fait. Comment monter une demande qui a de l'allure, pas trop compliqué, mais avec assez de détails. Quels détails sont importants? C'est intéressant, ça. Les pièges à éviter, les éléments clés à inclure. Quelles expériences scolaires ou professionnelles sont pertinentes pour une demande? Quel niveau de détail concernant le projet doit-on avoir? Comment avoir un dossier qui se démarque? La présentation de son dossier de bourse, pertinence du projet, motivation, comment se préparer tout au long de l'année, bonifier son CV, choisir son comité d'évaluation, très intéressant, OK. Trouver des bourses autres que gouvernementales, à qui demander de réviser. Super, fait que c'est beaucoup de très belles questions qu'on va aborder. Vous allez voir, moi, dans mon plan de formation, je m'attends à ce qu'aujourd'hui, on couvre plusieurs de ces notions-là, mais je vous donne aussi la responsabilité que si vous sentez que ce dont on est en train de parler pourrait s'approcher de vos besoins ou des sujets que vous voulez aborder, levez la main pour qu'on aille plus loin si jamais on a été trop en surface pour vous. Très bon point. Merci pour ça. Puis finalement, peut-être, ce serait quoi vos attentes en lien avec l'atelier? Là, on a parlé plutôt des sujets prioritaires. Donc, est-ce qu'il y a autre chose ou c'est quoi vos attentes justement par rapport à cet atelier-là? Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter?
On a une première réponse qui est rentrée. On va se donner encore un peu de temps. Excellent. Fait que pour l'instant, améliorer mes compétences, parfait. Mes connaissances, que toutes les questions soient couvertes, ce serait vraiment le fun, on va le souhaiter, parfait. Gagner en confiance dans la rédaction, me sentir plus organisé, parfait. M'outiller pour mieux faire une demande de bourse. Parfait. Avoir du matériel qui débute ma demande de bourse, oui. Si vous faites les devoirs, c'est mon objectif que vous terminiez avec du matériel qui serait déjà avancé ou entamé du moins pour vos demandes de bourse de l'automne, connaître les différentes bourses, les périodes, anticiper au maximum leur préparation. Parfait. Être bien préparé pour rendre les dossiers, les demandes plus faciles à compléter, savoir se démarquer et mieux se préparer. Excellent. Donc, je pense que ça fait le tour. Excellent. Fait que j'arrête mon partage ici. En fonction, donc merci d'avoir partagé vos attentes, les sujets dont vous vouliez entendre parler. Ce que je vous propose, en fait, là, on va tomber avec, on va se lancer avec le contenu. Mais avant que je continue puis que je vous partage mon écran, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose, soit à la lumière des différents résultats que vous avez vus dans le sondage, peut-être en voyant ce que d'autres personnes ont écrit, que ça vous aurait peut-être donné d'autres idées. Vous pouvez soit le faire à main levée, sinon écrire dans le chat. Mais comme je vous disais, si jamais vous voulez intervenir, là, en étant à main levée, ça rend ça plus interactif. Pas de pression. Ça a l'air pas pire. Excellent. Donc, je vais maintenant vous partager la présentation de PowerPoint. On retourne au PowerPoint. Super. Je mets ça en plein écran. Donc, c'est quoi une bourse? En fait, on va commencer avec la base. Euh, une bourse, c'est un montant qui est attribué à une personne étudiante pour lui permettre de réaliser ses études. Donc, celles qui nous intéressent dans le cadre de cet atelier-ci, c'est beaucoup pour des études de recherche. Elles sont obtenues par concours. Donc, puis chacune des bourses ont des critères d'admissibilité qui sont variables, qui vont être établis par l'organisme ou le donateur, dépendant de la source de la bourse. Ils vont avoir des durées variables puis des montants variables aussi. On pourrait même dire aussi, ils vont avoir des dates de tombée variables. Quand on dit, par exemple, des durées variables, c'est qu'il y en a, il y a certaines bourses que vous allez recevoir auxquelles vous pourriez appliquer que c'est un montant fixe. Mettons, vous recevez 2000 dollars avec cette bourse-là et that's it. Mais vous pourriez aussi appliquer à des bourses qui sont des bourses plus régulières ou annuelles. Puis, mettons, ça va être, ben, regarde, pour 2 ans, Louis-Pierre, pour ta maîtrise, par exemple, tu vas recevoir telle bourse. Donc, à chaque année, tu vas recevoir un montant de tel nombre de dollars, par exemple. Donc, les durées peuvent varier, les montants varient. Les bourses, en général, plus elles donnent de l'argent, plus elles sont prestigieuses. Donc, plus le montant est élevé, plus elles sont compétitives et plus elles sont prestigieuses. Mais des fois, on peut avoir des petites bourses aussi qui sont quand même... En fait, il n'y a pas de mauvaises bourses. Premièrement, on va en revenir, on va en reparler tout à l'heure. Mais des fois, il y a des bourses qui sont plutôt soit symboliques ou qui démontrent un appui d'un organisme important, par exemple, peut-être votre ordre professionnel, une association, une fondation, qui des fois, le montant peut être plus petit ou que d'autres bourses, mais qui, justement, peuvent avoir un gros poids pour votre CV. Fait que, bref, ça varie en termes de montant, en termes de prestige, en termes de durée, puis en termes de date de tombée. Quand on dit qu'elles sont obtenues par concours, donc ce qu'on veut dire, c'est qu'en général, les bourses, ça s'obtient dans le cadre d'une compétition. Donc, il faut appliquer et on va être évalué en compétition avec d'autres personnes et ce sera seulement les meilleures personnes ou les meilleurs dossiers qui vont recevoir la bourse. Euh, En général, on peut qualifier les bourses en tant que bourses internes ou bourses externes. Donc, par exemple, quand on parle de bourses internes, c'est interne à votre université. Donc, les bourses internes sont gérées entièrement à l'université, puis peuvent provenir, par exemple, de votre unité académique ou de votre département. Par exemple, l'école de réadaptation est une unité académique. Les facultés, par exemple, la faculté de médecine et des sciences de la santé, ça peut venir des études supérieures et postdoctorales ou de votre faculté des études supérieures et postdoctorales, dépendant de comment c'est appelé dans votre université.
Puis il peut aussi y avoir des bourses internes qui sont plutôt liées avec les services aux étudiants ou services à la vie étudiante, soutien aux étudiants. Selon votre université, là, vous allez avoir différents départements de ce côté-là. Euh, donc, et ça, c'est pas une liste qui est exhaustive, c'est plutôt juste des catégories que je vous donne. Fait que ça fait partie des bourses à l'interne gérées par l'université. Mais il y a aussi des bourses qui sont externes. Par exemple, tu sais, gérées en tout ou en partie par un organisme externe comme des organismes provinciaux, fédéraux, des fondations. Mais on pourrait aussi parler, par exemple, des centres de recherche comme le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation que justement, au début de la présentation, Fatimata, quand elle s'est présentée, elle a parlé du CRIR. J'ai oublié de dire que je suis aussi membre du CRIR, justement. Donc, et ça, vous êtes sûrement membre d'un centre de recherche, vous aussi, et il est fort probable que votre centre de recherche puisse être considéré comme un organisme externe qui pourrait vous offrir des bourses s'il offre des bourses annuellement, votre centre de recherche. Euh, Mettons qu'on parle des différentes bourses auxquelles on peut appliquer. Mettons, là, on commence par les bourses internes. Euh, Ça peut varier d'une université à l'autre sur la manière dont elles sont nommées. Mais en général, ce qu'on peut voir pour les bourses internes, c'est des bourses d'excellence, des bourses de rédaction ou des bourses à l'admission aussi. Donc, par exemple, on peut avoir des bourses pour faire un passage d'un certain niveau d'études à l'autre. Ça peut être considéré des bourses d'admission. On peut voir aussi des bourses de fin d'études et des bourses de parentalité aussi. Donc, souvent, disons, si je reviens, là, les bourses d'excellence, ça va souvent être des bourses qu'on va viser à aller chercher dans le début de nos parcours aux études supérieures, soit le début de notre maîtrise ou le début de notre doctorat. Moi, de mon expérience, en fait, c'était une bourse à laquelle on pouvait appliquer dans mon département la première année de nos études, je crois. Euh, Versus, disons, la bourse de rédaction. Ça, des fois, ça peut se rapprocher de la bourse de fin d'études. Bourse de rédaction, en fait, c'était une bourse qu'on pouvait demander au moment où on était dans la phase de rédaction de soit de notre mémoire ou de notre thèse pour justement offrir un soutien aux étudiants qui, à ce moment-là, n'avaient pas de bourse d'un autre organisme subventionnaire ou du moins pas un montant suffisant pour ne pas être applicable, admissible à cette bourse-là. Bourse d'admission, le nom est assez clair. Et bourse de parentalité aussi. Donc, quand une personne accueille un nouvel enfant dans sa famille, justement, là, il y a aussi des bourses souvent qui existent au niveau des universités pour ça. Euh, Sinon, on a des bourses externes au niveau fédéral. Ici, vous voyez justement à gauche là, les logos des trois organismes, des trois conseils fédéraux. En fait, les trois conseils fédéraux, pour les personnes qui les connaissent pas, on a les Instituts de recherche en santé du Canada, les IRSC, le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie, le CRSNG, et le Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH. Donc, en fonction de ce que vous avez répondu tout à l'heure au début du sondage, je crois que la plupart d'entre vous, si vous appliquiez aux bourses des conseils fédéraux, ce sera au niveau des IRSC et la personne en sciences humaines, ce sera au niveau du CRSH. Par contre, toujours à discuter avec vos superviseurs parce que parfois, selon la nature de notre projet de recherche, même si, par exemple, on est un professionnel de la santé, ça se peut des fois qu'on applique pour des bourses, disons, soit au niveau des conseils du CRSNG ou du CRSH et vice-versa. Donc, si vous êtes incertain, incertaine, vous pouvez en parler avec vos superviseurs. Ce seront toujours les meilleures personnes pour vous éclairer dans votre processus spécifique. On a parlé des conseils fédéraux, donc au niveau national, au niveau du Canada, mais aussi dans les bourses externes, on a un niveau qui est provincial, qui s'appelle le Fonds de recherche du Québec. Le Fonds de recherche du Québec est divisé en trois différents regroupements, mais là, dans les dernières années, ils se sont remis ensemble pour justement le Fonds de recherche du Québec. Mais sachez que, en fait, jusqu'à récemment, on avait la santé, nature et technologie et société et culture. Donc, disons, le FRQS est un peu l'équivalent provincial des IRSC, le FRQNT, l'équivalent provincial du CRSNG, nature et technologie ou sciences naturelles et génie pour le fédéral. Et le FRQSC, Société Culture, est un peu l'homologue du Conseil de recherche en sciences humaines. Donc, la plupart du temps, si votre projet est admissible
dans un domaine au niveau fédéral, il risque fortement d'être admissible aussi dans un domaine au niveau provincial. Ensuite, c'est toujours à voir selon les critères d'admissibilité. Au niveau des bourses externes, on peut aussi avoir des bourses qui viennent de fondations. Ça peut être soit des fondations en lien avec des thématiques particulières ou des fondations pour des personnes qui ont une certaine expérience de vécu, par exemple, ou des fondations de patients, disons la Société canadienne du cancer, par exemple. Ils peuvent avoir une fondation pour financer de la recherche et des bourses étudiantes, entre autres. Euh, donc ça, c'est considéré des bourses externes parce qu'elles sont hors de l'université, mais ça peut être une source de financement complémentaire à d'autres, hein. Je pense que tout à l'heure, là, une des questions, c'était c'est quoi les différentes bourses autres aussi que provinciales ou gouvernementales auxquelles je peux appliquer? Donc, celles des fondations peuvent en être une. Donc, ça peut aussi venir d'organismes privés. Par exemple, sans nécessairement être des fondations, il peut y avoir des hôpitaux qui donnent des bourses, des centres, on a parlé de centres de recherche. Moi, j'ai vu aussi, sinon, des compagnies comme Hydro-Québec ou Québecor qui offrent des bourses d'études, parfois dans des sujets spécifiques, mais ça se peut que ça s'applique à votre situation, puis ça peut être intéressant de voir est-ce que vous pouvez appliquer. Donc, comme les autres bourses, les montants et les nombres et les prestiges sont variables. Sont souvent associés à des programmes d'études précis, souvent liés à des domaines spécifiques. Ils peuvent être à échelle provinciale ou nationale. Il peut même y en avoir des bourses internationales aussi. Et chacune a ses propres règles. Donc ça, c'est la responsabilité de chacun et chacune d'entre vous de bien prendre connaissance des règles des demandes de bourse, des programmes de bourse, pour vous assurer que votre profil correspond aux critères d'admissibilité puis que vous pouvez répondre aux critères d'évaluation justement en préparant votre demande de bourse. Certes, vous avez certains exemples ici. Par exemple, on a la Fondation Trudeau qui offre des bourses. Là, on est surtout dans les de mémoire, on est surtout là, dans des domaines des sciences humaines. Fondation Mackenzie King, que ça, c'est une autre source de bourse, que ça, c'est de mémoire. Il peut y avoir des annonces de priorité, mais différentes personnes peuvent appliquer de différents domaines. Et disons, la Fondation Rhodes, qui vise à financer des études pour se rendre à l'Université d'Oxford. Donc, par exemple, pour aller faire son doctorat ou sa maîtrise à l'Université d'Oxford en Angleterre. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Donc, vous pouvez voir, il y a différents programmes, différents objectifs et différents montants. Peut-être pour terminer, avant que je vous donne la parole, peut-être pour qu'on clarifie certaines choses, qu'on voit s'il y a certaines questions. Euh, Quand on parle de stratégie de financement, en fait, il n'y a pas de petites bourses. Les premières bourses sont habituellement les plus difficiles à obtenir parce que souvent, en fait, quand on n'a pas de bourse, notre CV est moins fourni et ça peut justement nous donner moins de points à certains endroits. Fait que là, la compétition peut être plus forte de ce côté-là. Par contre, de mon expérience puis de l'expérience de plusieurs collègues autour de moi, ça ressort beaucoup de les premières sont plus difficiles à obtenir, puis après, ça fait un peu un effet boule de neige. Ça devient pas nécessairement de plus en plus facile, mais je dirais peut-être moins difficile à obtenir, tu sais. Euh, Sinon, au niveau des stratégies, ce que je vous encourage à faire, c'est d'appliquer à tous les concours auxquels vous êtes éligible, même s'ils sont de faible envergure ou même si, par exemple, c'est des plus petits montants. D'être persistant, d'être persévérant dans la construction de votre dossier de candidature. Donc, euh, de ne pas toujours réinventer la roue. Tu sais, vous pouvez justement euh, réutiliser des documents que vous avez déjà, sur lesquels vous avez déjà travaillé pour justement les améliorer, les bonifier. Peut-être que vous allez réappliquer au même concours un an plus tard. Ben, recommencez pas à zéro si vous sentez qu'il y avait des bonnes choses dans votre dossier initial. Justement, continuez à construire sur ce que vous avez de déjà fait et considérez chaque application à un concours comme un investissement. D'accord? Fait que ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est jamais du temps perdu de préparer une demande de bourse. C'est du temps investi. J'en conçois, ça peut être beaucoup de temps, ça peut être difficile, mais souvent, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que ça fait avancer nos projets d'une manière ou d'une autre. Ça nous donne un deadline. Des fois, ça nous motive à avancer certains aspects. Des fois, de préparer une demande de bourse puis d'avoir un deadline, ça peut nous forcer ou nous encourager à essayer de finir un travail un peu plus vite, de façon un peu plus efficace. Mettons, je vais essayer de
soumettre une présentation à un congrès d'ici là. Je vais essayer de terminer un article scientifique, par exemple, ou de terminer une œuvre que je suis en train de préparer en vue qu'elle soit complétée pour le moment où j'applique pour la demande de bourse, par exemple, et pour améliorer mon dossier. Fait que ça ici, justement, il n'y a pas de petite bourse. Et je l'ai reçu à ma deuxième session d'études à la maîtrise. J'étais très content. Et en fait, ensuite, ça m'a permis là, d'aller chercher, mettons, là, cette première bourse-là, ça a été, pour vous dire de manière très transparente, c'était un 2000. Et donc, ça, dans le monde des demandes de bourse, on pourrait dire que c'est un petit montant, mais 2000, c'est quand même très appréciable. On est content de le recevoir quand on n'a pas de financement aux études. Et les montants puis la signification peuvent vraiment varier d'un domaine à l'autre. Fait que c'est vraiment pas pour dire qu'elle n'est pas importante, cette bourse-là. Et une fois que j'ai reçu ma bourse d'excellence, quelques mois plus tard, j'ai appliqué à une bourse, un programme de bourse que je crois que ça s'appelait les bourses Alma Mater, ça c'est du latin pour un terme qui ressemble un peu à mère nourricière, là. Et là, ça, c'était plus au niveau de la faculté de médecine, donc un palier un peu plus élevé. Et ça avait été une bourse de 5000 que j'avais reçue quelques mois plus tard. Donc, vous pouvez voir un peu, on les accumule, ces petites bourses-là, puis à un moment donné, ça peut être profitable. Avant que je continue, j'aimerais vous donner la parole, en fait, vous donner l'opportunité là, de soit commenter, nous dire à Fatimata et moi, y a-t-il des choses qui étaient moins limpides, des choses que vous aimeriez qu'on parle un peu plus par rapport soit aux différents programmes de bourse qu'on a vus? Parce que plusieurs d'entre vous avaient comme question, là, justement, c'est quoi les différentes bourses qui existent? Oui, exactement. Merci Louis-Pierre. N'hésitez pas à lever la main ou voilà ou écrire dans le chat en français ou en anglais selon vos préférences de langue. Oui, comme tu disais, Louis-Pierre, il n'y a vraiment pas de petite bourse. Je sais que ma première bourse, c'était une bourse de 250 $. Et Mhm. c'était ma première bourse et j'étais trop contente de l'avoir. C'est pas beaucoup, mais le fait d'avoir une bourse, c'était comme, ah, enfin, j'ai eu une bourse parce que j'avais comme postulé beaucoup, je ne gagnais pas de bourse. Et Ah, ah. je gagne une bourse de 250 $. J'ai dit, enfin, j'ai une bourse. Ben Et oui. finalement, c'est vraiment quelque chose qui booste là, qui booste votre CV et votre dossier aussi. Parce que là, après avoir eu 250 $, la même session d'hiver, je pense que j'ai eu des bourses. J'ai eu au moins successivement 4 à 5 bourses durant ma maîtrise, des bourses de 5 000, des bourses de 7 000. Pas vraiment des grandes bourses, mais des bourses quand même qui te motivent, qui te poussent à aller plus loin. Ben Donc, je suis oui. d'accord, il n'y a vraiment pas de petites bourses. Mhm. Ben oui, puis félicitations. Merci Fatimata pour ton expérience. Puis, tu sais, c'est ça, comme tu as dit aussi, un truc qu'on parle pas beaucoup, c'est que c'est encourageant aussi. Genre, ça nous encourage de les Exactement. recevoir, ces bourses-là. Puis, tu sais, même quand c'est un petit montant, ben, on peut quand même se dire, ouais, mais c'est quand même moi qui l'ai gagné. J'ai gagné cette compétition-là. Puis c'est ça aussi qui donne des points, justement, dans notre dossier, parce que quand les autres évaluateurs, quand vous appliquez à d'autres concours, voit que vous avez reçu des bourses, mais ça veut dire que justement, vous avez été meilleur que d'autres personnes, vous avez été considéré parmi les tops dans certains concours. Fait que les évaluateurs présents se disent, bon, ben, mettons, Fatimata, elle a vraiment rocké ça il y a un an ou il y a quelques mois avec l'autre concours. Donc, fait que c'est aussi ça, justement, qui permet là, de vous donner plus de points. Puis peut-être aussi, pendant qu'on est là-dedans. Pour l'instant, je vois, on n'a pas trop de questions. Ah, parfait, regarde, je Ah, me note mon point. Je vois qu'il y a oui, Viviane. on a Viviane qui a la main levée. Oui, Viviane, on vous écoute. Oui, alors, bonjour à Fatoumata et Louis-Pierre et Oh. à tous les autres membres qui participent à cet atelier que je trouve très intéressant. Je voulais d'abord faire un commentaire parlant des petites bourses parce que moi, je débute mon doctorat en sciences infirmières à l'automne 2025 et puis j'ai eu l'occasion de préparer 2 demandes de bourse et j'étais tellement frustrée dans la section des bourses antérieures parce qu'il fallait quand même... déjà dans mon CV en le construisant, j'étais comme frustrée
parce que j'avais eu juste de petites bourses, comme Fatimata le disait. J'ai eu les bourses de ma fondation quand je faisais ma maîtrise, parce que j'ai fait ma maîtrise avec l'Université d'Ottawa à distance, et puis j'avais Mhm. pas l'opportunité de... Il y avait beaucoup de bourses, mais je travaillais, j'avais pas beaucoup de connaissances, donc j'ai pas eu l'occasion de présenter des demandes de bourses. Donc, j'ai eu des petites bourses de mon ordre professionnel, $400, $250. Et puis, je me disais, c'était tellement petit. Je crois que c'est ma directrice de thèse qui m'a dit, non, Viviane, il faut tout ajouter. Il n'y a pas de petite bourse. Et là, je suis vraiment contente de vous l'entendre répéter qu'il n'y a pas de petite bourse. Mhm. Et si j'avais une question, ma question, c'était tout d'abord d'apprécier le fait d'avoir présenté les différents types de bourses. J'apprécie beaucoup de comprendre cela au niveau fédéral, provincial, et aussi distinguer interne, externe. Mais j'aimerais savoir s'il y a comme une périodicité. Est-ce qu'il y a des moments précis où certains bourses sont présentés, peut-être au niveau provincial, au niveau fédéral? Et aussi, je crois avoir lu dans la présentation de cet atelier que l'automne s'en vient, c'est la période où il y a beaucoup de demandes de bourses. Donc, j'aimerais comme savoir quelles sont les Mhm. périodicités, quelles sont les périodes euh, pour lesquelles on doit s'attendre à Oui. préparer quel type de bourse ou quel autre. Je ne sais pas si c'est Mhm. clair ma question. Oui, c'est une excellente question, Viviane. Merci Ok. beaucoup. Fatimata, voulais-tu commencer à répondre ou voulais-tu que j'y aille? Ouais, je te laisse aller et si j'ai des OK. compléments, je vais en acheter. Oui. Merci. Excellent. Merci, Fatimata. Donc, ben, premièrement, Viviane, merci de nous avoir partagé là, ton expérience avec les. Puis encore une fois, tu sais, j'aimerais, quand on dit petite bourse, hein, comme tu disais, Viviane, on l'entend pas de manière dépréciative des bourses, mais plutôt juste en termes de grandeur du montant, parce que comme tu disais, Viviane, puis comme ta directrice de doctorat t'a dit, elles sont toutes importantes, les bourses. Puis quand on a besoin de sous pour payer nos études, on est content d'avoir tout ce qui peut nous être donné aussi. Euh, Ce que je dirais, premièrement, Viviane, avant que je vienne à ta question pour le timing dans les demandes de bourse, mais je l'oublie pas. Euh, Tu sais, les évaluateurs le savent quand ils reçoivent des dossiers d'étudiants au cycle supérieur qui commencent. Ils le savent que c'est difficile d'aller chercher des bourses et ils vont pas le voir négativement que vous ayez reçu presque exclusivement des bourses de montant plus restreint et tout. En fait, ça va vous donner des points plus que s'il y avait rien du tout. Parce que ce qu'on peut voir en fait dans les critères d'évaluation, c'est qu'il y a des points qui sont réservés souvent uniquement pour, disons, les bourses et les prix qui ont été reçus. Puis, mettons que c'est 10% de l'évaluation, ben ce 10%-là ne peut pas être rattrapé, disons, par ton expérience clinique. Tu sais, mettons qu'ils vont donner 15% pour c'est quoi les expériences professionnelles pertinentes. Mettons que tu en as beaucoup d'expériences professionnelles pertinentes puis que ça mériterait même plus que 15%, ben ils vont pas te donner plus que 15%. Ça va pas venir compenser. Versus si tu viens mettre tes petites bourses, comme ta directrice t'avait proposé, ben peut-être qu'au lieu d'avoir 0 sur 10, tu vas peut-être avoir un 3 points sur 10, par exemple. Puis des fois, ce 3 points sur 10-là, ça peut faire la différence entre est-ce que je suis au quatrième rang ou au neuvième rang dans mon groupe qui est évalué par les évaluateurs, puis est-ce que j'ai une bourse ou pas. Fait que des fois, là, ça se joue à quelques points. Fait que merci, Viviane, tu as parfaitement raison. Là, toutes les bourses sont importantes, puis c'est important de les mettre. C'est un autre bel exemple. Hein. Tu sais, tantôt, je parlais, des fois, il y a des petites bourses, mais qui sont prestigieuses. Une bourse d'un ordre professionnel, c'est très prestigieux parce que ça montre que ton ordre professionnel est derrière toi dans ton sujet, qui trouve que ce que tu fais, c'est pertinent. Puis ça, justement, ça va vraiment au-delà du montant. Alors là, rendu là, c'est le support symbolique qui vient avec. Parce qu'il aurait pu en encourager d'autres, des personnes de la profession infirmière, mais c'est toi qui as encouragé. Fait que ça, c'est toutes des manières de comment on peut le faire ressortir dans une lettre de présentation. Fait que beau travail, vraiment, bravo pour cette bourse-là. Au niveau du timing, donc, euh, l'automne, c'est une période où il y a beaucoup de demandes de bourse pour les organismes provinciaux et fédéraux. Donc, c'est vrai que l'automne, c'est la période qui est souvent la plus active pour les étudiants et étudiantes, pour justement ces grandes bourses-là. Puis les bourses des organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux, Viviane, en fait,
ce qui les rend intéressantes, c'est le montant, mais aussi la durée. Parce que justement, ça va être des bourses pour 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans, dépendant du niveau d'études puis du programme. Fait que c'est pour ça que les gens essayent d'aller les chercher, parce que quand tu vas la chercher après, tu as l'esprit tranquille pour quelques années, par exemple, pour tes études. Fait que ce que je pourrais dire, chacune des dates de tombée est différente, mais on parle beaucoup de dates d'échéance qui sont en septembre pour les organismes fédéraux en général, mais encore une fois, à confirmer. Pour le doctorat, pour le Fonds de recherche du Québec, en général, c'est début octobre de l'année. Puis la date va varier selon est-ce que tu appliques en société culture, en nature, technologie ou santé. Et si vous appliquez à la maîtrise pour les bourses des conseils fédéraux, fait que mettons là, justement IRSC, CRSH ou CRSNG, à la maîtrise de mémoire, c'est le 1er décembre, la date de tombée. Fait que mon point, c'est plutôt, ça se passe beaucoup à l'automne. Il peut, souvent les autres bourses, puis Catherine, je vois ta main levée, je ne t'oublie pas. Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres dans le reste de l'année, mais justement, souvent les plus petites bourses, tu sais, disons les bourses départementales, souvent ça va être pour chacun des trimestres d'automne et d'hiver, souvent. Souvent, l'été, ils prennent une pause. Ça dépend d'un département à l'autre. Mais c'est ça, les bourses internes, ça, c'est plutôt, ça peut être à l'année longue, à certaines dates ciblées, souvent proches de la rentrée dans les trimestres, soit trimestre d'automne ou d'hiver. Ou des fois, en fait, on va voir, tu sais, disons, Viviane, les bourses des grands organismes subventionnaires, on applique à l'automne et les retours, donc les résultats des évaluations, souvent, ça arrive en avril ou en mai de l'année suivante. Tu sais, mettons, quand vous allez appliquer septembre-octobre 2025, ben, vous allez recevoir les résultats sûrement avril-mai 2026. Nous, disons, au CRIR, à notre centre de recherche, ils font des bourses, à peu près un programme de bourse qui arrive à échéance aux environs des retours, des dates de retour là, des grands organismes subventionnaires. Fait que, tu sais, des fois, justement parce qu'elles sont complémentaires, sont là justement pour rattraper les étudiants qui n'ont pas eu un succès dans la demande de bourse, disons, fédérale ou provinciale. Fait que c'est ça. Il peut y en avoir différentes au cours de l'année, mais la période la plus importante, c'est l'automne, en résumé, Viviane. Est-ce que ça répond à la question? Excellent, merci, excellente question. Catherine, merci pour ta patience. On t'écoute. Oui, de mon côté, je voulais savoir s'il y avait des sites Internet ou des plateformes qui annonçaient des bourses qui allaient paraître. Je sais que selon les facultés, des fois, on reçoit certains courriels comme quoi il y a des bourses qui s'en viennent. Oui, Euh, voilà. Ou si on oui, doit faire nos propres recherches là, pour chacune des bourses. excellente question, Catherine. Fait que ce que je te dirais, Catherine, c'est les deux. Les deux. Moi, disons, moi, c'était ma philosophie au départ. Je vous partage ma philosophie personnelle, puis après, ça peut être différent d'un laboratoire ou d'une relation de supervision à l'autre, mais moi, je me suis toujours dit, je suis responsable de savoir quelles sont les bourses auxquelles je suis admissible. Parce que je vous dirais, moi, un truc que je vous ai pas dit aussi dans mon parcours, c'est que j'ai la chance d'être formateur à l'Université de Montréal sur un atelier de préparation de demande de bourse qui est une version un peu plus longue de ce qu'on fait ensemble, de ce qu'on va faire ensemble dans les 3 prochaines semaines. Puis j'ai souvent eu des commentaires de certains étudiants qui me disaient, ben, j'ai manqué une demande de bourse parce que mon ou ma superviseur m'a pas envoyé le programme, m'a pas dit que ça existait. Puis ça, moi, je dis toujours, ce n'est pas la responsabilité de vos superviseurs de donner ces programmes de bourse-là, c'est notre responsabilité comme étudiants. Je vous dirais, si vos superviseurs vous envoient des demandes de bourse, soyez vraiment contents, contentes, parce que c'est un beau privilège qu'ils vous font, parce qu'ils ont bien d'autres choses à faire. Fait que, tu sais, je dirais, je commencerai avec ça, tu sais, en disant, oui, à la base, on est responsable de faire nos propres recherches. Puis c'est de cette manière-là aussi qu'on devient vraiment bon à connaître c'est quoi les programmes de bourse, puis à se préparer parce qu'à un moment donné, faut trouver les programmes, puis après, il faut aller lire dessus et tout. Fait que quand on entame la recherche, ça aide beaucoup. Fait que, je dirais ça, par contre, oui, tu sais, tout ça je vous encourage à le prendre sur vous, puis à le faire. Puis vous allez voir, plus vous allez le faire, plus ça va devenir le fun. Tu sais, vous pouvez le voir, je pense à mon nom-verbal, j'aime ça, les demandes de bourse. Tu sais, ça peut devenir justement à un moment donné quelque chose qui fait du sens, qui est un moteur pour nos études et tout. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais quand on trouve à faire du sens avec ça. Euh,
Ici, sur cette diapo-là, j'ai été un peu plus vite pour te montrer, Catherine, puis à tout le monde. J'avais remarqué dans les courriels des personnes qui étaient inscrites, on a des gens de l'UDM, McGill et Sherbrooke. Fait qu'en préparation de l'atelier, j'ai été voir, puis chacune de ces universités-là a un répertoire de bourses. Donc, il y a du monde qui travaille très fort dans les universités pour vous centraliser les différents programmes de bourse, les répertorier. C'est pas des outils qui sont parfaits. Des fois, on peut s'y perdre un peu, mais ça peut être un bon point de départ pour aller chercher les bourses auxquelles vous pouvez être admissible. Vous pouvez même mettre vos propres critères et tout, de dire, par exemple, ben, regarde, moi, je suis une personne, je viens de telle province, je viens de tel pays, ou mettons comme Viviane, je suis de telle profession, je suis de profession infirmière, par exemple. Fait que, tu sais, des fois, les guides, comment on appelle ça, donc les répertoires peuvent nous aider à trouver. Sinon, c'est vrai que moi, disons, on avait l'opportunité là, à l'UDM, on avait ce qu'on appelle notre personnel en soutien technique, les TGDE, techniciens en gestion des dossiers étudiants ou de travail de bureau, dépendant, les personnes qui aidaient au cycle supérieur, nous transmettaient des fois des courriels d'annonces de programmes de bourse aussi. Fait que ça va arriver des fois. Vous allez vous recevoir ces courriels-là. Fait qu'en gros, ça peut être bon de les considérer chacun, mais à la base, n'hésitez pas à vous faire, à être votre principal outil de recherche de programmes de bourse. Puis sinon aussi, une idée qui peut être intéressante pour vous, si vous commencez, si vous ne savez pas où appliquer, ben souvent quand on commence, on a des cours. On est en contact avec d'autres étudiants qui débutent, qui sont à peu près dans un même background que nous, qui sont dans une situation semblable. Demandez-leur à eux à quelle bourse ils appliquent, eux et elles, parce que ils vont peut-être vous aiguiller vers d'autres bourses que vous n'aviez pas entendu parler, que vous ne saviez pas si ça existait. Puis sinon aussi, vous pouvez quand même le demander à vos superviseurs. Est-ce que tu me conseillerais, aurais-tu des programmes de bourse que tu me conseillerais d'appliquer? Ça se fait très bien de leur demander. Fait que ce serait toutes des petites stratégies comme ça que je vous conseillerais pour vous renseigner sur lesquelles vous pouvez appliquer. Est-ce que ça fait du sens, Catherine? Oui, ça répond tout à fait à ma question. Merci. Super. Merci beaucoup pour cette excellente question. Euh, une belle discussion qu'on a entamée. Est-ce qu'on a d'autres gens qui auraient d'autres points, d'autres questions, soit par rapport au programme de bourse euh, ou d'autres réflexions qui vous sont venues, ou peut-être des gens, comme je vous disais tantôt, si vous sentez qu'on est sur le bord de répondre à un de vos points que vous avez mis dans les sujets prioritaires à aborder, n'hésitez pas. Euh, mais good, c'est bon. Fait que sinon, si vous voulez, là, je vais juste regarder notre temps. Euh, euh, euh. OK, il est midi, c'est parfait, on a encore 1 heure. Vous allez voir, ça se peut même qu'on finisse un peu plus tôt aujourd'hui parce que moi, je nous avais gardé du temps pour qu'on échange, qu'on ait des questions. Fait que, tu sais, si on finit plus tôt, c'est pas grave, là. Euh, mais fait que ça, on en a parlé pour la stratégie de financement. Tu sais, ici, moi, ce que je vous propose, en fait, tu sais, c'est des mentors qui m'ont proposé ça, puis je vous le transmets. Tu sais, premièrement, de vous informer. Ensuite, vous faites un plan, puis vous le mettez en action après. S'informer, justement, on en a bien parlé là, avec les questions de Catherine et Viviane. Donc, vous pouvez vous informer sur les bourses d'études de différentes manières. Vous pouvez faire une recherche selon vos propres critères, fait que les types de bourses, les types de programmes que vous voulez chercher. Quand je dis type de programme, en fait, c'est que des fois, vous pouvez appliquer pour des bourses avec certains objectifs. Disons, il y a des bourses qu'on appelle de soutien financier. Sinon, il y a des bourses. Tu sais, les bourses de soutien financier, de mon expérience, là, c'est surtout réservé aux étudiants et étudiantes qui vivent une forme de détresse financière. Donc, ils sont là pour répondre à des besoins ponctuels, des besoins qui peuvent être souvent urgents aussi. Mais sachez que ça existe. Donc, si jamais c'est une situation que vous voyez que soit qui pourrait s'appliquer à vous, qui pourrait s'appliquer à des membres de votre entourage qui sont au cycle supérieur, là, sachez que c'est quelque chose qui est possible. Encore souvent, c'est un peu sous une forme de demande spécifique ou de concours, mais ça existe. Il existe aussi des bourses de voyage, des bourses de déplacement, que ça, justement, c'est pour vous aider à vous rendre à un congrès ou à un événement scientifique dans votre domaine. Donc, ça existe aussi, mais sinon, un autre type de programme, c'est justement les bourses d'études ou les bourses de recherche, que ça, comme on disait depuis le début, c'est pour financer vos études, c'est vos propres sous à vous que vous pouvez dépenser de la manière que vous voulez.
Et sinon, justement, en fonction aussi de votre domaine d'études. Donc, tu sais, là, dans les répertoires, entre autres, là, vous pouvez mettre plusieurs critères. Sinon, ce que je vous dirais aussi pour vous informer, chacune des universités a un département lié aux bourses aussi. Puis ça, tu sais, c'est des employés, c'est des personnes qui sont là pour vous aider. Fait que moi, je vous encourage aussi, si jamais vous avez l'impression que vous aimeriez avoir plus d'informations, souvent, tu sais, c'est du monde super disponible, super gentil, qui vont pouvoir au moins vous orienter vers les bonnes informations. Fait que, n'hésitez pas non plus à googler, mettons, Université de Sherbrooke, département des bourses d'études, puis vous allez trouver assez rapidement là, une adresse courriel, ou puis même chose à McGill ou à l'Université de Montréal, par exemple. Euh, Quand vous faites votre plan, en fait, c'est quoi les questions à garder en tête? Bien, premièrement, c'est quoi les bourses qui sont disponibles? C'est quoi les montants qui sont disponibles? C'est quoi les critères d'admissibilité? Donc, est-ce que, par exemple, mon profil correspond euh, au programme de bourse? Je vous donne un exemple très concret. Des fois, il y a des bourses qui vont vous dire, ben, il faut que tu aies fini ton programme, ton programme d'études précédent dans les 5 dernières années. Sinon, si ça fait plus que 5 ans, par exemple, ben, tu n'es plus admissible à ça. Par exemple, moi, quand j'ai embarqué pour le postdoctorat, il y avait certaines bourses que moi, j'étais encore dans la fenêtre, mais que je voyais je pouvais appliquer à ces bourses-là seulement dans les 5 années suivant la fin de mon doctorat, par exemple. Fait que ça peut être un exemple parmi tant d'autres. C'est quoi les critères de sélection? Donc, c'est ça, les critères de sélection, on pourrait l'appeler aussi les critères d'évaluation, dépendant des programmes. Fait que c'est ça, les critères d'évaluation, ça peut vous permettre de voir, OK, cette bourse-là, est-ce qu'elle fit, est-ce qu'elle correspond à mon profil ou pas? En fonction des points qui sont donnés à d'autres. Puis mettons, là, je donne un exemple tout à l'heure, une personne qui débute, comme, tu sais, Viviane, tu as été généreuse de ton expérience tout à l'heure, tu sais, peut-être que, disons, si Viviane avait le choix entre appliquer à 2 bourses différentes, puis de voir que, ben, la bourse numéro 1, on donne 5 pour les bourses reçues par le passé, puis la bourse numéro 2, on donne 15 pour les bourses reçues par le passé, ben, peut-être que Viviane pourrait faire le choix, hey, sais-tu, je vais peut-être mettre plus d'efforts sur la bourse numéro 1 qui donne moins de points aux bourses antérieures parce que je vais être stratégique puis mettre plus d'informations pour les autres sections qui peuvent valoir peut-être plus de points, puis là, peut-être avoir plus de chances d'être sélectionné. Par contre, derrière, moi, je vous encourage à appliquer à tout ce que vous êtes capable d'appliquer, mais c'est juste pour vous dire justement que des fois, les critères de sélection ou d'évaluation peuvent varier. En fait, ils varient toujours d'un programme à l'autre. Euh, fait que c'est ça. Sinon, c'est quoi les délais? Fait qu'ici, au niveau des critères, les délais, ce que je vous dirais, c'est de regarder en fonction du moment où vous prenez connaissance de la bourse. Vous avez combien de temps pour préparer votre dossier d'ici à la date de tombée ou la date d'échéance? C'est toute la même chose. Euh, Parce que ça, c'est important. Parce que si on dépasse le délai, on est exclu d'emblée. Il n'y a jamais de retard. Il y a rien de toléré ou d'accepté dans les programmes de bourse. Il faut que vos dossiers soient montés avec tous les documents qui sont nécessaires et à temps. Parce que justement, c'est déjà un processus de concours, fait que ça leur permet de filtrer aussi les personnes soit qui ont eu des imprévus ou qui se sont moins bien préparées. Mais c'est ça, ne manquez pas les deadlines parce que ça, c'est très important. Puis ça, sont toujours très bien écrits, les deadlines. Euh, Puis sinon, les questions à garder en tête, là, je regarde comment les intégrer dans mon parcours, les réalisations préalables. Celui-là, je vous avouerai, je pense que c'est des notes qui me viennent d'une ancienne présentation, puis je suis pas trop certain, mais c'est peut-être justement peut-être de voir est-ce que je suis rendu là dans mon parcours pour appliquer à cette bourse-là. C'est peut-être un peu là-dedans que je voulais nous amener, mais vous voyez, là, je suis un peu incertain. Ce que je vous dirais peut-être dans votre planification, ça pourrait être intéressant des fois de demander à vos superviseurs de vous conseiller sur est-ce que je devrais appliquer à cette bourse-là? Est-ce que selon toi, mon dossier est assez fort actuellement? Est-ce qu'on a des chances? Tu sais, vos superviseurs, dépendant des personnes, leur travail, c'est pas nécessairement de vous dire oui ou non, mais ils vont peut-être vous donner les pour et les contre d'appliquer à certains programmes et tout. Fait que si des fois vous n'êtes pas certain, vous pouvez demander à vos superviseurs de vous donner une idée, parce que vos superviseurs, en fait, s'ils sont rendus professeurs aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont souvent aussi une grande expérience en préparation de bourse
et préparation de demande de bourse puis de demande de subvention. Fait qu'ils vont souvent bien connaître aussi les programmes, ils vont souvent en avoir déjà évalué eux-mêmes. Fait qu'ils peuvent savoir c'est quoi les dossiers qui sont envoyés, puis peut-être vous aiguiller un peu plus à savoir, mais regarde, je te conseillerais peut-être de centrer tes attentions là-dessus en ce moment. Ils peuvent des fois être, souvent en fait, être des bonnes, vous donner de la belle sagesse de ce côté-là, puis vous aider à vous orienter. Puis après, vous êtes aussi maître à bord dans vos choix, fait que vous pouvez tout prendre ces informations-là dans votre planification. Oui, on a Pauline qui a la main levée. Pauline, on t'écoute. Oui, bonjour. Ben, ce serait juste pour rebondir parce que je trouve que c'est un bon point de savoir un peu. Enfin, moi, je trouve ça difficile de savoir, ok, est-ce que je devrais réappliquer? Est-ce que finalement mon dossier va vraiment, ça va valoir la peine? Parce que je pense que je suis aussi dans un stade où je découvre un peu comment faire les demandes de bourse. Puis je me dis, ça se trouve, j'ai pas réussi à non plus mettre en avant correctement mon dossier. Ou est-ce que finalement mon dossier est pas assez compétitif? Donc des fois, c'est un peu dur de trouver de savoir quelle portion finalement explique aussi pourquoi on n'a pas eu. Puis je sais que ça dépend aussi des années aussi, parce que c'est sûr qu'on ne sait pas non plus les autres dossiers qui sont dans le concours. Donc je trouve que c'est Mhm. difficile parce que d'un côté ça prend beaucoup d'énergie, puis c'est pas toujours facile. Je pense surtout aux entre guillemets grosses bourses, là, le FRQ, Mhm. où je trouve que c'est plus ça prend beaucoup d'énergie, puis c'est pas toujours facile si on l'a pas, etc. Mais des fois on se dit bah oh, si je l'avais peut-être mieux présenté, ben, ça pourrait peut-être jouer. Je sais qu'on a des notes là sur les présentations, sur les machins, mais je trouve que des fois dans la manière où on va rédiger, ou des fois on n'a pas pensé à mettre tel ou tel élément qui pourrait être en fait important pour eux, mais nous on pensait pas que ça allait être important. Enfin donc je trouve ça vraiment pas évident des fois de savoir est-ce qu'on met l'énergie là-dedans, est-ce que de toute façon c'est une belle opportunité qu'il faut quand même essayer de Mhm. saisir, ou au contraire est-ce qu'on va s'épuiser, est-ce que c'est pas du tout le bon moment, ou je trouve que Mhm. c'est pas simple. Enfin, en tout cas pour moi, c'est pas, Ah, ah, c'est ce pas n'est très. pas. T'as raison, Pauline, puis ce n'est pas simple, t'as raison. Puis peut-être que dans la salle aussi, il y a d'autres personnes qui vivent quelque chose de très semblable à toi. Tu sais, disons, si tu permets qu'on parle de ta situation, Pauline, tu sais, j'en comprends, donc tu as appliqué au FRQ cette année, puis si je comprends bien, malheureusement, ça s'est pas concrétisé Mhm. cette année. Est-ce que tu as reçu, c'est ça, tu disais, souvent le FRQ envoie un peu des notes, au Ouais. moins des notes chiffrées. Euh, Ben, oui, puis mhm, moi je pense qu'il y a un truc aussi qui joue, c'est que j'ai des notes françaises aussi et que parce que j'avais juste un an de maîtrise, puis là je fais le passage accéléré et à l'automne je rentre au doctorat. mhm, J'ai fait l'équivalence de physio, donc c'est vrai que j'ai mes notes d'équivalence de physio du programme du QPP ici de l'Université de mhm, Montréal, qui mhm, sont des vraiment bonnes notes. Mais c'est sûr que mes notes françaises, ben nous, un 16 sur 20, c'est très bien. Mais c'est sûr que quand tu vas... Je sais qu'ils le considèrent, mais c'est vrai qu'ils ont mis le parcours académique. Je pense que j'ai pas eu forcément non plus les meilleures notes aussi. Mais là, c'est ok, sûr que j'ai une année de maîtrise en plus avec tous les cours. Donc je pense que ça a plus de poids parce que au moins ils ont vu que mon année de maîtrise, ben, c'est des meilleures notes en tout cas. Donc, mais mhm, c'est difficile parce que c'est ça aussi, je me dis à chaque fois, je vais quand même avoir ça comme note qui va m'accompagner aussi. Et par rapport à quelqu'un, un autre étudiant qui a eu son bac et maîtrise ici, qui a eu de très bonnes notes, puis moi, ben, veux pas même si c'est des bonnes notes françaises, ben, je pense qu'ils le mhm, considèrent aussi, et je pense que j'avais pas assez de notes, entre guillemets, du système ici, peut-être mhm, pour appuyer, en tout cas pour que ça fasse du sens aussi. Donc ça, il y avait ça. mhm. Il y avait quelques petits points un peu de présentation quand même. Donc je pense que j'avais du mal dans ma concision. Enfin, je me connais aussi, et je pense que j'ai peut-être trop voulu en mettre, ou en tout cas peut-être c'est pas assez aéré, et je pense que c'est peut-être Ah, pas très ah, agréable non plus pour le lecteur. ah, Donc, ah. on dirait qu'il y a un peu des petites choses, des mini-choses un peu. C'est comme pas un truc flagrant qui est ressorti, mais on va dire des petits. Puis enfin moi, ça me gêne pas là de partager, mais je pense que j'ai été à peu près au milieu du classement, enfin, des Mhm, personnes. Donc, mhm, j'étais quand même pas proche de l'avoir, quoi. Ça, c'est sûr. Puis mhm, là, je me dis, vu que je rentre au passage accéléré au doctorat, ça veut dire être face à d'autres gens qui ont un doctorat aussi, qui ont plus d'articles, qui ont plus de enfin, donc c'est toujours un peu la question ah, est-ce que ça va être assez compétitif aussi, enfin, par rapport à mon année, enfin, mhm. mais Ah, ouais, c'est intéressant. c'est ça. Merci. Pauline, merci beaucoup de nous avoir partagé. Puis, tu sais, tu vois,
on peut prendre, mettons, ta situation pour en discuter un petit peu, tu sais, puis c'est des choses qui vont être pertinentes pour tout le monde. Tu sais, disons, toi, tu nous as parlé, on parlait tantôt dans les différents programmes de bourse, là, tu sais, il y a des fois des passages, Mhm. des bourses d'admission pour un. Fait que, tu sais, toi, tu nous as parlé, là, de bourse de passage accélérée au doctorat. Fait que, est-ce que je comprends que tu l'as reçu, la bourse de Non, passage? non, j'ai le passage. Ben, en fait, normalement, là, mon dossier a été. Le comité dit que ça devrait fonctionner, mais j'ai pas encore la réponse officielle OK. officielle. Ça remonte petit à petit. On croise les OK. doigts. Le comité de la science de la réadaptation a dit qu'ils étaient d'accord, mais c'est pas encore Je comprends. voilà. Je comprends. Mais j'ai eu des bourses. Ben, j'ai eu la chance pour ma maîtrise. J'ai eu des bourses des ESP, du CRIR et une bourse découverte aussi. Donc, ça, c'était Wow. quand même positif. Mhm. Mais c'est ça. Mais là, là, je suis en attente. J'ai refait des bourses cette année, pareil pour le CRIR et pour Mérite aussi, etc. Donc, je suis encore en attente Excellent. pour ça. Mais c'est ça. Non, je sais qu'il y a la bourse de passage accéléré. Si ça fonctionne bien, le passage accéléré, je vais Mhm. la demander. Ah, ah. OK, Mais c'est excellent. ça. Mais c'est bon, tu sais, ce que tu nous as dit, Pauline, là, c'est un très bel exemple d'aller chercher différentes bourses, comme aussi Fatimata nous a parlé tout à l'heure. Tu sais, tu nous as parlé Mhm. d'une bourse au niveau des ESP, fait que de l'UDM. Tu nous as parlé d'une bourse de ton centre de recherche. Là, tu nous as parlé aussi de différentes autres bourses. Puis là, tu sais, si ça fonctionne, ton passage accéléré va venir aussi avec une bourse. Fait que ça aussi, c'est prestigieux. Fait que ça, c'est le fun. Je te ferai une Mhm. parenthèse. Je t'encourage à discuter avec d'autres personnes qui ont fait un passage accéléré dernièrement parce que je crois que les personnes qui font un passage accéléré peuvent tout de même appliquer au niveau maîtrise au prochain concours de bourse, justement pour compenser ce que tu disais, Mhm. mais sous toute réserve. Je ne Ok, suis pas certain, mais il me semble que j'ai déjà entendu ça de quelqu'un. ok. Si jamais tu as de la misère à trouver des personnes, écris-moi, il y a mon adresse courriel à la fin du chat du PowerPoint, puis je pourrais t'aider à trouver quelqu'un parce que justement, ça pourrait peut-être être quelque chose de stratégique pour toi versus d'appliquer au doctorat si c'est possible. Fait qu'encore Ouais. une fois, ça, c'est un bel exemple, tout le monde, de toujours bien se renseigner sur c'est quoi certains critères ou certaines règles qui existent, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent nous aider. Euh, pour revenir, Pauline, tu sais, tu nous parles un peu, tu sais, on est un peu dans les critères de sélection, les critères d'évaluation aussi, tu sais, de qu'est-ce qui fait que on peut être couronné de succès ou ne pas recevoir la bourse, justement. Tu nous as parlé, par exemple, de l'excellence académique, hein, puis l'excellence académique, entre autres, passe par le rendement académique, par les notes. On voit, il y a un courant de pensée dans les évaluateurs, dans les programmes de demande de bourse, qui se distancie de plus en plus de trop se centrer sur les notes pour regarder ce qui est fait autour, justement. Les notes demeurent importantes, mais justement, on voit de plus en plus de points qui sont associés, par exemple, à l'implication étudiante, au leadership, des choses comme ça. Euh, Ce que je dirais, en fait, c'est, tu sais, tu nous parlais de tes notes, autant pour ce que tu as vécu pour ton équivalence à l'Université de Montréal pour avoir ton équivalence en physiothérapie, tes notes en France, puis là, tes notes à ta maîtrise en sciences de la réadaptation. Je t'avouerais, là, moi, Pauline, si elle a été ma même situation aussi quand j'ai commencé à la maîtrise, mes profs me disaient, ben, Louis-Pierre, travaille fort maintenant dans tes cours parce que tes notes étaient un peu moyennes pour ta formation d'ergothérapeute. Tu sais, parce que Mhm. c'est tough là, d'avoir une moyenne cumulative hyper élevée quand tu fais 3, 4 ans de formation à temps plein. Je veux dire, tu sais, on n'est pas bon dans tous les Mhm. cours, on n'est pas. Non. Fait que, tu sais, fait que moi, j'ai vu, tu sais, ce qu'on m'a conseillé, en fait, par exemple, là, pour équilibrer mon dossier, c'était, ben, Pierre, essaye d'écrire un peu plus. Si tu es capable, essaye d'avoir une publication, essaye d'aller Ouais. présenter dans des congrès, parce que justement, les notes restent les notes. Ils vont toujours être Mhm. comme ça. Euh, mais on peut améliorer notre rendement, notre contribution à la recherche, par exemple. Puis, moi aussi, sinon, j'ai travaillé très fort dans mes cours. Puis, à un moment donné, là, quand tu es rendu au doctorat, par exemple, honnêtement, les notes qui précèdent la maîtrise de recherche, ils Mhm. sont de moins en moins importantes. Tu sais. Ok. Jusque-là, quand tu es à la maîtrise, quand tu commences, effectivement, quand tu n'as pas beaucoup de notes sur ton passage, ton parcours actuel, ben c'est sûr qu'ils vont aller regarder auparavant. Fait que ça, tu Mhm. sais, je dirais ça. Fait que, tu sais, en gros, si vos notes, ça peut s'appliquer à tout le monde aussi, si vos notes dans votre parcours de formation précédent n'étaient pas top, ben ça va pas être un boulet pour vous toute votre vie. Tu sais,
plus vous allez avancer, plus vous allez faire autre chose qui va amener à décentrer l'attention sur vos notes d'avant. Puis, j'avais un autre petit point. Voulais-tu dire quelque chose, Pauline? Non, Non. non, non. J'ai fait une trop grosse ellipse, mais, tu sais, fait que puis vous pouvez aussi demander à vos superviseurs de quelle manière est-ce que je peux mettre de l'avant mes forces dans mon dossier, puis ne pas Ouais, ça, c'est présenter, difficile. c'est difficile. Puis ça, c'est un art. Hein? C'est un art, puis Ouais. c'est quelque chose qu'on travaille, puis c'est pas quelque chose que vous avez à faire tout seul. Justement, vos Mhm. superviseurs, ah oui, c'est ça. Vos superviseurs peuvent vous aider. Justement, parlant de vos superviseurs peuvent vous aider, euh, il y a certaines choses que nous, les étudiants, on n'est pas crédible pour dire. Par exemple, ça, c'est une très bonne note en France. Tu sais, les étudiants, malheureusement, on est biaisés parce qu'on la veut, l'argent. On veut aller chercher la bourse. Par contre, vos superviseurs sont crédibles. Ce que je veux dire avec ça, c'est que vos superviseurs, s'ils disent une information subjective, par exemple, en réadaptation, une personne qui entre au doctorat, là, je fais un exemple vraiment là, improvisé, mais disons, Pauline, au stade d'études où elle est, d'avoir, disons, une publication comme co-autrice, c'est déjà une réalisation importante dans le domaine de la réadaptation parce que dans notre formation, c'est une formation de type court, par exemple. Mhm. Tu sais. Fait qu'on on n'a pas les mêmes opportunités de publier que quelqu'un qui ferait, mettons, une maîtrise avec mémoire. Tu sais, ça, vos professeurs, vos superviseurs, s'ils le disent, mettons, dans une lettre d'appui ou dans un document, je me souviens plus si dans les FRQ on peut faire ça, mais je sais que dans les IRSC, ils peuvent. Euh, tu sais, eux, ils peuvent venir amener de l'information de contexte, comme tu disais, Pauline, un 16 sur 20 en France, c'est très bon. Tu sais, puis ça, justement, vos évaluateurs, ça va les amener à mieux évaluer votre candidature. Puis ça peut être la même chose aussi de dire, regardez, faire ses études de maîtrise en 3 ans quand tu es aussi, disons, parent monoparental ou quand tu as 2 enfants puis que tu as aussi des obligations, ben c'est très bon. Tu sais. Bon, Mhm. fait que, tu sais, nous, on peut pas dire ça de nous-mêmes, mais vos superviseurs le peuvent. Fait que, tu sais, ça, c'est des petites choses, des fois, c'est des petites stratégies qui peuvent permettre de vous assurer que votre dossier soit vu de la manière que vous le voyez. Tu sais, mettons, moi, je le sais qu'un 16 sur 20 en France, c'est bon mais je suis pas sûr que mes évaluateurs au Québec vont le savoir. Fait que là, Mhm. qui est-ce qui peut clarifier ça? Fait que là, c'est d'essayer de trouver, en gros, vous voulez laisser le moins d'ambiguïté possible avec vos Ouais. dossiers. C'est, si vous voyez qu'il y a des choses qui pourraient être interprétées comme des faiblesses, ben, c'est de vous assurer d'expliquer, non, non, ben, ça, c'est pas une faiblesse. C'est bon parce que. Ou comme, Mhm. ben, j'ai eu ces notes-là, mais en même temps, je travaillais de telle manière, puis j'ai fait tous ces accomplissements-là autour. Vos superviseurs vont être capables de, de vous aider à décentrer l'attention sur ce qui pourrait peut-être être soit des lacunes ou des points moins forts pour justement centrer l'attention de vos réviseurs, pas de vos réviseurs, de vos évaluateurs sur vos forces à vous. Puis ça, justement, c'est des petits détails, comme tu disais, Pauline, qui peuvent des fois faire la différence. On va aller chercher quelques points de plus, puis des fois, au lieu d'être au milieu du ranking, on est dans le top, dans le tiers supérieur, mettons, parce que la compétition est super serrée. Fatimata, je pense que tu veux ajouter? Oui, oui, Merci. oui, exactement. Parlant des notes, il y a des équivalences des notes parfois qu'il faut Ouais. joindre au dossier. Ouais, Ouais, ça, et j'ai fait. Ouais. ouais, c'est ça. Et je pense que c'est soulevé selon les équivalences au Québec ou au Canada, c'est vraiment une bonne note, une très bonne note. Donc, je Mhm. trouve que c'est pas mal. C'est ça. Mhm. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, les demandes de bourse, ce que j'ai compris, c'est que quand on n'obtient pas, c'est décourageant. Surtout les demandes de bourse FLQ. En fait, c'est tellement énergivore que lorsqu'on prend beaucoup de temps à préparer et que finalement, on s'attend que ça marche et finalement, on te dit, bon, nous sommes désolés. Et bon, c'est tellement décourageant. Mais pour moi, c'est aussi, ça donne aussi de la force. Si on regarde, j'ai participé au FLQ cette année, je ne l'ai pas obtenu. J'étais comme découragée quand j'ai vu mes notes parce que je me disais que je pouvais l'avoir et je ne l'ai pas obtenu. Le jour des résultats, j'étais complètement découragée. Je n'ai pas pu m'élever pour aller au centre de recherche. Célia m'a dit, mais Mhm. Fatimata, c'est pas grave. Mais j'étais vraiment découragée. Je comprends à quel point c'est déstabilisant. Mais au fond, on s'est dit, mais
qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon dossier pour le prochain concours? C'est ce que je me suis dit. Bah, je travaille fort, je vais essayer peut-être de soumettre des articles, je vais essayer de m'impliquer davantage. Bon, c'est cette force-là que pour moi, j'ai dit, bon, il faut améliorer le dossier. Si tu veux vraiment l'avoir, il faut améliorer le dossier et vraiment sur tous les plans. Donc, Mhm. moi, c'est ce que je me dis à chaque fois quand je joue à une demande de bourse. Mhm. Très intéressant. Ben, merci Fatimata. Puis, tu sais, juste d'appliquer puis de déposer un dossier complet, c'est un succès. Hein? Pour les personnes qui ont déjà préparé une demande de bourse, là, c'est compliqué de monter un dossier. Fait que déjà, à la base, là, quand vous appliquez, vous êtes déjà gagnant-gagnante. Après, c'est ingrat parce que c'est pas tout le monde qui reçoit des sous, vous avez raison. Tu sais, si je peux ajouter aussi, ton expérience, c'est super pertinent, Fatimata, tu sais, c'est correct de le vivre aussi au début. Quand on reçoit tu sais, en recherche, même au postdoc, même vos profs, là, on en reçoit des refus tout le temps. Fait que c'est difficile, puis ça fait partie du processus d'apprentissage aussi, d'apprendre à dealer avec ces refus-là. Puis c'est correct de vivre l'émotion quand ça nous arrive, la déception, parce qu'elle est très valide. Puis une fois qu'on l'a vécu et tout, ben, je trouve, Fatimata, c'est intéressant ce que tu as dit. J'ai peut-être mal entendu, est-ce qu'on a compris que tu en as parlé avec ta superviseure, Fatimata, après? Oui, oui, c'est ça de ma superviseure qui me disait, je dis, Dalia, j'ai pas eu la bourse, j'ai pas la force pour venir au centre de recherche aujourd'hui parce que j'ai pas d'énergie. Elle me dit, non, Mhm. mais je suis désolée, mais c'est pas grave, tu vas la voir, Fatima. Et ben, elle m'a encouragée, elle me dit, Oui. les refus, c'est normal, c'est pas que à chaque fois qu'on postule à une bourse que tu vas l'avoir, mais Uh-huh. ça te donne de l'expérience, donc elle m'a encouragée. Et puis j'ai dit, bon, ok, merci. Oui. Ben, c'est bien, c'est bien. Puis, tu sais, moi, un truc, tu sais, moi, je pense qu'en tout cas, si tu avais pris ta journée de repos pour absorber la Oui, nouvelle, c'est très bien. C'est oui. une bonne stratégie. Dans les deux cas, toutes les stratégies sont bonnes. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que tu en as parlé avec ta superviseure, puis après, vous faites un plan ensemble. Tu sais, puis vous pouvez regarder, tu sais, Fatimata, tu as reçu les scores, Pauline, tu as reçu les scores aussi. Puis quand on voit les scores, on peut voir justement où est-ce qu'on a scoré plus de points, puis où est-ce qu'on en a eu moins. Puis avec nos superviseurs, ça peut nous permettre effectivement de voir, ben, regarde, dans les prochains mois, sur quoi est-ce que je peux travailler pour réalistement améliorer ma candidature? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais? Puis vos superviseurs peuvent être de très bonnes personnes pour vous aider à faire ça. Puis même des fois, moi, tu sais, ça se peut même vos superviseurs fassent, regarde, si tu es motivé, si tu veux faire de quoi, j'ai un autre projet sur lequel je peux t'embarquer sans trop te déconcentrer, mais ça va peut-être t'aider, mettons, à optimiser. Tu sais, ils peuvent vous proposer des choses aussi. Fait que c'est important là, de leur en parler. Pauline, j'ai vu ta main levée. Ah, c'est correct? OK, parfait. Parce que si tu voulais rebondir, il n'y a pas de trouble, là. C'était juste parce que bah, c'est marrant, Fatimata, mais moi aussi, ça m'a quand même. Mais moi, je pensais pas l'avoir nécessairement, mais je me suis dit, oh, je vais tenter quand même. J'étais pas certaine que ça soit compétitif, mais je me suis dit, je vais le tenter. Mais c'est vrai que ça m'a plus affecté que ce que je pensais. Puis même vis-à-vis de mes superviseurs, enfin, moi, je me suis sentie un peu mal parce qu'ils se sont aussi investis. Et donc je me suis dit, bah là, désolée un peu. Ils m'ont dit, mais pas du tout. Enfin, ils m'ont dit de pas m'excuser, évidemment. Mais en même temps, je suis d'accord aussi avec toi, Fatimata. Ça m'a boosté aussi parce que je sais, ceux qui l'ont eu, il y en a qui l'ont eu que je connais. Puis j'ai vu aussi leur dossier. Et puis c'est vraiment mérité. Puis ça m'a aussi motivée en disant, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis, enfin, je trouve que ça m'a aussi boosté, même si oui, ça m'a quand même affecté. Mais en même temps, c'est motivant aussi, je trouve, pour notre projet. Donc, ouais, j'ai vécu un peu ce que tu as vécu dans tes émotions. Donc, Mhm. c'est juste ça. Merci, Pauline. Non, c'est le fun. Puis, tu sais, ça c'est que ça sert aussi des ateliers comme ça, tu sais, qu'on s'en parle entre nous, puis qu'on voit qu'on n'est pas les seuls aussi à vivre des expériences comme ça, là. Puis, c'est intéressant, une autre stratégie que tu as amenée, Pauline, tu sais, que je ressors là, de ce que tu viens de nous partager, c'est ben, d'apprendre des autres autour de nous aussi, puis des histoires de succès des autres aussi, tu sais, parce que les gens qui ont eu une bourse, mettons, qui l'ont décroché cette année, ben, ça se peut que ça fasse 2, 3 ans qu'ils aient essu les mêmes refus que vous avez vécu cette année. Fait que justement, de voir, ben toi, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi à ami numéro un, ami numéro 2, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Puis on voit, hey, qu'est-ce qui pourrait s'appliquer à mon propre processus? Fait que comme ça, c'est comme ça qu'on s'améliore. Tu sais, à la dure, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'améliore. Euh,
très intéressant comme conversation. Puis ça nous a permis justement de développer un peu sur les critères, tu sais, qui peuvent faire qu'on, tu sais, c'est quoi les critères de sélection. Peut-être ce que je nous ramène euh, à justement le processus de préparation d'une demande de bourse. Tu sais, là, on a parlé de planifier, on a parlé justement de se poser certaines questions, de regarder de quoi on a besoin. Puis là, après, là, on tombe dans l'étape, là, on veut commencer à la préparer, notre demande de bourse. Fait que là, on est déjà début juillet. Pour les personnes qui veulent, disons, commencer à appliquer pour une bourse des organismes provinciaux ou fédéraux, ça pourrait être sage que vous commenciez déjà. C'est justement de participer à l'atelier, là, c'est déjà vraiment une belle manière de commencer d'avance votre préparation. Euh, Ici, justement, aviser ou demander les autorisations. En fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que certaines bourses pourraient vous demander, pour pouvoir appliquer, il faut que vous pourriez avoir à avertir votre département, en fait. Parce que, dépendant de certaines bourses, surtout certaines, tu sais, soit d'organismes externes ou certaines bourses, disons, d'organismes fédéraux, et c'est pas tout le monde qui va appliquer tout le temps. Fait que c'est pas nécessairement, le département va pas toujours monter un comité d'évaluation. Disons, jusqu'à maintenant, il y avait les bourses Vanier au niveau fédéral. Fait que, mettons qu'à l'école de réadaptation, une année, il y a personne qui a avisé qu'il voulait appliquer, ben, ils vont pas monter un comité d'évaluation pour cette bourse-là. Par contre, si des étudiants avisent avant la date de tombée, comme dans les consignes qui vont être envoyées, si c'est nécessaire pour ce programme-là, de dire, ben, mettons Pauline, bon, je m'appelle Pauline Sabalette et je compte appliquer au programme Vanier, ben, ça, en gros, pourquoi ils vous demandent d'aviser à l'interne, c'est pour qu'ils aillent chercher des évaluateurs. Fait que, tu sais, si vous avez des autorisations à demander, demandez-les. Avisez vos superviseurs que vous comptez appliquer à des programmes de bourse. Ça, c'est important pour qu'eux soient au courant de un, mais aussi pour qu'ils se réservent du temps pour vous aider aussi là-dedans. Fait que ça, n'hésitez pas à leur demander, même à l'avance, de bloquer du temps. Autant bloquer du temps dans votre horaire, mais aussi essayer d'en bloquer dans celui de vos superviseurs, dépendant de votre méthode de travail avec eux. En fonction du temps que vous avez puis des exigences justement de la bourse, est-ce qu'il y a plus de documents, moins de documents à préparer que ce que vous vous attendiez? Ben, soyez flexible, essayez de vous ajuster. Mais quand on a parlé justement d'ajuster la stratégie aux besoins, ça fait aussi un peu un lien avec ce dont on vient de discuter, qui est, ah bon, ben, l'an dernier, mettons, j'ai mis plus d'attention sur mon protocole de recherche, puis peut-être moins sur la présentation intégrée de mon parcours, par exemple, ou ma lettre de présentation. Puis là, je me rends compte, cette année, j'ai perdu beaucoup de points dans cette présentation-là. Ben, peut-être que là, cette année, je vais ajuster ma stratégie en portant davantage attention sur d'autres documents ou en essayant de mieux répartir mes énergies, par exemple. Tu sais. Et finalement, persister. Ça, je pense qu'on en a bien parlé. Persister avec bienveillance aussi pour vous, dans la mesure de vos ressources. Euh, Ici, justement, les critères d'évaluation généraux, tu sais, ce qu'on peut voir en fait, là, ce qu'on voit pas en haut, c'est un peu c'est des critères comme d'excellence académique. On en a déjà parlé un peu. Ça, en général, c'est ça qu'on va voir. Peu importe c'est quoi la bourse à laquelle vous appliquez. Généralement, ce qu'on va voir, c'est ils vont vous demander, ben, vous, mettons Fatimata, c'est quoi ton profil d'étudiante, c'est quoi tes expériences, ça a été quoi tes bourses, tes contributions, tes expériences pertinentes, c'est quoi ton projet de recherche? Est-ce que le projet de recherche est bon? Il va y avoir des points dédiés exclusivement pour ça. Puis il va y avoir des points dédiés à votre encadrement. Donc, à quelle université vous êtes, avec qui vous êtes, par qui vous êtes supervisé, pourquoi ce sont ces personnes-là qui vous supervisent, puis tu sais, pourquoi est-ce que le fit est bon? Pourquoi est-ce que vous êtes dans un bon environnement de formation pour vous, ou même le meilleur environnement de formation pour vous? Ça, en général, peu importe la bourse, on va vous demander ces trois grands aspects-là. Donc, l'excellence de l'étudiant, l'excellence du projet de recherche et l'excellence ou la qualité du milieu d'accueil. Fait que ça, préparez-vous un peu à devoir parler de ça. Euh, ben, fait que c'est un peu ça au niveau des grandes sections, je vous dirais. Vous allez voir dans le cadre de l'atelier, puisqu'on ne peut pas travailler tout, puis pour se laisser le temps de faire les choses bien, je préfère qu'on prenne pas, qu'on se donne pas trop des idées de grandeur, mais qu'on se concentre sur deux documents qui sont clés, qui sont importants pour la plupart des programmes, qui sont soit la lettre de présentation ou la présentation intégrée du parcours. C'est souvent des choses qui sont un peu semblables, ou des fois, on va parler de lettre de motivation aussi. Tu sais,
Ça va dépendre de comment le concours vous le présente. Je vous propose en fait que l'atelier de la semaine prochaine, on travaille la lettre de présentation et dans 2 semaines, on travaille le protocole de recherche. Donc, la lettre de présentation, c'est souvent en fait la lettre qui va venir être un peu intégratif de tous les critères qui sont la qualité du dossier académique qu'on voit dans cette diapo-là. Et le protocole, justement, va être intégratif de toute la qualité du projet de recherche. Donc, souvent, ces 2 documents-là, ça va être les 2 documents qui comportent le plus de points dans une demande de bourse de maîtrise ou de doctorat ou même aussi de postdoctorat. Ce qu'on peut voir pour le postdoc, vu qu'on a une personne qui est avec nous au postdoc, c'est que la qualité du milieu d'accueil, elle est souvent encore plus importante. Moi, disons, pour la bourse Banting que j'ai reçue cette année, je pense que la qualité du milieu d'accueil valait entre 33 et 40 de la note. C'est quand même beaucoup parce que justement, ils veulent s'assurer que tu es à la bonne place pour ta formation et tout. Quand je dis ils, je veux dire les évaluateurs, le concours. Avant qu'on tombe dans les considérations spécifiques de certains documents, là, jusqu'à date, on a parlé des différentes bourses disponibles, de certaines stratégies pour aller les découvrir, les chercher, en prendre connaissance. On a parlé aussi de certaines considérations générales pour soit la préparation du dossier ou comment recevoir une rétroaction ou une évaluation, justement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires pour vous, des choses que vous avez l'impression qu'on n'a pas assez été en profondeur, sachant que dans un instant, on parle spécifiquement des bonnes pratiques de la lettre de présentation du protocole et de comment présenter le milieu d'accueil. Je vous donne là l'opportunité si vous voulez lever la main, puis ce serait bien correct s'il y avait des choses qui n'étaient pas limpides. On a Lexi. Allô, Lexi? Bonjour à tous. Oui, j'avais juste une petite question en complément de toutes les questions qui avaient été posées, super intéressantes. Je sais que dans certaines bourses, il y a comme la précision que si jamais on a eu comme des événements ou des retards dans notre programme ou dans notre parcours, ce serait bien de les préciser. Oui. Puis, en fait, j'ai entendu un peu des échos de partout, qu'il y en a qui disent que oui, c'est vraiment un bon point parce que comme ça, on peut un peu se défendre justement de si on a eu des complications peut-être sur certaines notes ou sur certaines autres choses. Mais il y en a d'autres qui disent que ça nous pénalise justement parce que c'est un peu comme des excuses. Donc, je voulais juste avoir un peu votre avis parce que je sais que c'était comme, je l'ai vu dans plusieurs bourses. Puis de mon côté, ben, je n'ai pas postulé pour beaucoup de bourses, mais dans une, ben, je l'ai fait. Je me suis dit, OK. Puis avec les reculs, j'ai fait. Bah là, je le fais pas. Donc vraiment, j'ai fait l'un et l'autre pour les deux Mhm. parce que je savais pas trop si c'était justement bien perçu ou mal perçu. C'est une excellente question, Lexi. Puis j'ai vu le non-verbal de plusieurs personnes. Je pense que tu n'es pas la seule à t'être posé la question. J'aurais peut-être le goût d'ouvrir le micro pour le reste des personnes dans le groupe. Tu sais, qu'est-ce que vous avez entendu de ce côté-là? Ce serait quoi, vous, votre proposition de réponse à la question de Lexi? Parce que je pense que Lexi n'est pas la seule à se l'être posée. On pourrait se partager nos sagesses. Puis moi, j'ai des points à proposer après, mais j'aimerais vous proposer en premier. Je sais pas si c'est correct que j'y aille. Moi, Vas-y, Pauline. c'est vrai que cette portion-là, dans ma tête, c'était, ah non, faut vraiment que ça soit quelque chose de grave. Enfin, je sais pas, mais dans ma tête, c'était une maladie ou un décès comme vraiment, enfin, quelque chose de... Donc pour moi, c'était non, sinon parce que j'ai rien entendu. En tout cas, c'est vrai que j'ai jamais posé la question parce que spontanément, je me disais, ah ouais, il faut vraiment que ça soit quelque chose de très grave. J'ai été malade pendant tant d'années, ça a mis une pause dans mon parcours où j'ai vécu. Mais pour moi, c'était parce que sinon, j'avais peur aussi que ça soit perçu comme une excuse ou je sais pas si c'est de notre éducation française là, mais qu'on a un peu ce truc-là, là, mais Mhm. c'est ça. Donc pour moi, c'était un peu ça. Mais c'est vrai que je me suis jamais renseignée parce que j'étais comme non, non, il faut que ça soit grave Mhm. là. OK. Très intéressant. Ouais. Merci, Pauline. Merci pour ton partage. On a Mélissa qui a la main levée aussi. On t'écoute. Moi, ma direction m'avait dit que si c'était quelque chose qui impacte mes études au point où je dois en parler, mettons, à mon département, à ma faculté, là, tu sais, on parle vraiment d'abandonner une session ou, ben là, c'était
légitime là, de le mettre comme un événement là, qui est vraiment venu impacter mes études. J'en ai pas mis encore dans une demande de bourse, mais cette année, j'ai eu un congé de maternité. Puis, tu sais, j'ai vraiment eu des sessions où j'étais en arrêt, puis c'était pas pénalisant. Fait que ça, je pense que ça devient comme suffisamment grand là, pour le nommer, mais tu sais, si c'est plus un. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je l'avais conçu, là, en fait. Mhm. Très intéressant. Merci, Mélissa. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter? Ça a l'air pas pire. Excellent. Puis moi, tu sais, ce que je peux. Bon, au pire, je dis, je vais commencer quelque chose, puis si quelqu'un veut ajouter, là, je n'invite pas. Ce que je dirais, Lexi, effectivement, c'est une section, tu sais, dépendant là, des programmes, on va l'appeler des fois circonstances particulières ou considérations spéciales, ou genre, tu sais, c'est une section souvent, ça, tu sais, ça va souvent être, mettons, une demi-page dans ces eaux-là pour les personnes qui sont moins au courant là, de ce serait quoi. Puis justement, c'est là pour vous permettre euh, d'indiquer des circonstances qui auraient affecté de façon significative votre productivité aux études. Euh, Effectivement, Lexi, ça peut être une section qui est délicate parce que euh, il faut la remplir ben justement avec délicatesse, puis il faut faire attention à ce que ce qu'on met ne nous fasse pas mal paraître, malheureusement. Puis je confirme, Pauline, ce n'est pas seulement l'éducation française, là, on a les mêmes inquiétudes. Tu sais, pour des choses justement comme Mélissa nous parlait, tu sais, des choses assez factuelles, tu sais, soit des diagnostics, des congés parentaux, des situations de santé, soit pour vous ou pour vos proches, pour lesquels, par exemple, vous avez été proche aidant, proche aidante, ou tu sais, que vous avez dû, tu sais, justement, que ça a dû affecter vos études. Puis comme tu disais, Mélissa, tu sais, que fort probablement, vous avez dû aviser vos superviseurs, puis peut-être même votre unité académique, mettons. Tu sais, ça, oui, ça se nomme. Euh, Ce que je dirais, il y a certaines choses, tu sais, mettons des défis ou tu sais, mettons des situations d'adversité que vous avez vécues. Euh, Moi, je vous encouragerais à les valider avec vos superviseurs avant de voir si est-ce qu'on devrait mettre ça dans les considérations spéciales ou est-ce que je devrais plutôt le transformer en une force puis le mettre dans ma lettre de présentation. Genre, le but, c'est pas de ne pas en parler, mais c'est juste que vous voulez que ça vous serve, ça. Fait que c'est pas une réponse tranchée au couteau. Tu sais, fait à réfléchir, mais tu sais, disons, pour certaines personnes, ils ont mis l'impact de la COVID sur comme circonstance spéciale. Puis après, par contre, ça peut être, tu sais, ça peut être bien, mais il faut expliquer parce qu'en même temps, tu es en compétition contre tout le monde qui a vécu la COVID. Fait que pourquoi est-ce que pour toi, c'est une circonstance spéciale? Fait que là, si c'est pas bien justifié, ben là, tu peux plus avoir l'air de te plaindre et tout. Fait que, tu sais, c'est plate à dire, là, mais il y a beaucoup ça de comment est-ce que ton dossier te fait paraître. Fait que, à valider avec tes superviseurs au besoin. Puis moi, c'est ça, tu sais, dans le doute, moi, je suis beaucoup, à part des exemples, comme on disait, très concrets comme ceux de Mélissa, tu sais, disons, des arrêts officiels pour, disons, congé parental ou de quoi, ou congé de maladie ou circonstances, c'est justement, tu sais, que c'est comme prouvé par un papier ou de quoi, là, tu sais, c'est plate à dire, là, tu sais, puis encore une fois, c'est juste mon opinion à moi. Moi, je dirais, essayer de voir est-ce que je peux plutôt le transformer en une force dans ma lettre de présentation, tu sais. Puis ça, là-dedans, on pourrait justement parler du temps que ça nous a pris pour nous adapter à un nouveau pays, par exemple, puis à une nouvelle culture, parce qu'on a fait l'effort de partir de chez nous pour aller chercher une formation qui n'était pas disponible chez nous, et de toutes les qualités que ça prend pour, par exemple, passer de la France au Québec, toute l'adaptation que ça demande et tout, tu sais. Tu sais, je donne un exemple comme ça, tu sais, puis fait que c'est ça, à réfléchir puis à valider avec vos superviseurs, mais c'est une excellente question, Lexi. Est-ce que ça va? Excellent, merci beaucoup. Je vous propose en fait, peut-être justement, quand on parle d'une lettre de présentation, les critères dans une lettre de présentation vont être très clairs, tu sais, à savoir, on veut voir quoi dans cette lettre de présentation-là.
Ici, tu sais, dans plusieurs des lettres de présentation, quand applique pour des bourses de recherche, on va essayer de faire un résumé de nos faits saillants de qu'est-ce qu'on a fait en recherche. Ça a été quoi nos contributions à la recherche? Fait que, tu sais, ce que vous pourriez vouloir indiquer justement, c'est est-ce que vous avez fait partie d'équipe? Puis si oui, c'était quoi votre rôle? Tu sais, mettons, est-ce que vous avez été auxiliaire de recherche? Avez-vous été collaborateur? Est-ce que c'est vous qui avez fait, mettons, les entrevues mettons, si c'est un projet qualitatif, par exemple? Euh, Si vous avez, tu sais, mettons, j'enchaîne direct au point 3. Avez-vous fait du rayonnement, de la publication, des présentations? Puis si oui, combien? Puis vous en avez fait où? Est-ce que c'était dans des revues scientifiques? Est-ce que c'était des revues professionnelles? Est-ce que c'était dans un congrès national, international ou provincial, par exemple? Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des caractéristiques que vous pouvez mettre qui viennent ajouter de la force à vos contributions. C'est quoi l'importance de ce que vous avez fait? Des fois, l'importance, c'est en fonction de combien de personnes ça l'a impacté. Ça a été quoi les retombées de vos travaux? Ou disons, il y a eu combien de lectures de votre article si vous avez fait un article ou comme il y avait combien de personnes à votre présentation? Euh, Vous pouvez aussi justement dire ma recherche elle a été pertinente pour les patients ou pour les intervenants ou pour les gestionnaires ou pour la communauté scientifique, par exemple. Tu sais. Puis encore une fois, finalement, à la fin, les retombées. Fait que, tu sais, si dans vos lettres de présentation, vous parlez de vos contributions à la recherche, ne vous limitez pas au nombre de ce que vous avez fait, mais aussi à la qualité puis à ce que vous avez fait. Tu sais, qu'est-ce qui rend ça important? Parce que dites-vous que les éléments plus factuels, les éléments plus numériques ou les plus, tu sais, je veux dire, plus rationnels, mais vont se retrouver dans votre CV. Ça va être très clair. Ce qu'on veut dans la lettre de présentation, c'est une synthèse, puis de faire ressortir c'est quoi le jus le plus important de votre CV, par exemple, puis de votre parcours. Euh, Si jamais, dans votre lettre de présentation, vous intégrez des manifestations de leadership, vous allez voir des points communs avec les contributions à la recherche. Quand on parle de manifestation de leadership, vous pouvez être un leader ou une leader de différentes manières. Je vous encourage à aller lire de ce côté-là, puis à voir, vous, c'est quoi votre style de leadership. Mais vous pouvez être leader en fonction de votre participation à la vie universitaire. Vous pouvez, tu sais, mettons, faire aussi partie de clubs, de sociétés ou de réseaux. Tu sais, mettons, il y a un réseau canadien sur le traitement de la douleur, par exemple, ou le réseau québécois de recherche sur la douleur, il y a un comité étudiant. Fait que c'est pas lié à votre université, mais ça peut être une manière d'avoir du leadership en vous impliquant. Euh, Engagement ou implication citoyenne, manifestation de responsabilité sociale. Fait que maintenant, est-ce que vous faites du bénévolat ou est-ce que vous avez fait des projets qui ont eu une retombée pour votre communauté, par exemple? Justement, activité de bénévolat, expression de créativité au plan personnel ou académique. Fait que, tu sais, il peut aussi y avoir ça. Si vous êtes plus au niveau société, culture, sciences humaines, ben, ça se peut que vous ayez organisé des événements ou fait des œuvres ou fait des actions, des activités qui ont eu un impact, soit au niveau pour vous, pour votre communauté scientifique ou pour la société. Ça peut être une manifestation de leadership aussi. Fait que ça, vous référez là, à ce qui est considéré comme de l'implication ou du leadership là, pour votre concours. Mais tu sais, tout ça, ce sont des exemples de manière d'avoir du leadership. Puis après ça, je vous encourage à faire la même chose un peu pour les contributions à la recherche, puis de bien clarifier c'était quoi votre rôle, qu'est-ce que vous avez fait, puis ça a été quoi les retombées de tout ça. C'est de façon vendeuse un peu. Est-ce qu'on a des questions par rapport à la lettre de présentation? Par la pas pire. Lexi, on t'écoute. Ensuite, Mélissa. Oui, petite question par rapport à la diapo qu'il y avait juste avant. Oui. C'était par rapport justement, comme on dit là, le rayonnement et la visibilité donc des présentations ou autres. Dans ma tête, enfin, ce que j'avais compris jusqu'à maintenant, c'est que c'était plus, vu que la lettre de présentation, bah, elle doit être souvent concise, etc. Bah, ce côté-là, c'était plus, on va dire, pertinent de le mettre côté CV. Donc ça fait Mhm. que, entre guillemets, moi c'était vraiment juste une phrase où c'est tout, sans détail, entre guillemets. Mais là, comme vous l'avez expliqué, c'était vraiment amener le fait que potentiellement ce que ça a pu apporter de faire telle présentation orale ou tel congrès ou autre.
je savais pas du tout que ça pouvait être justement dans une lettre de présentation. Donc, Mhm. j'étais comme, ça m'a un peu surpris, mais enfin, je comprends tout à fait que ça peut comme apporter quelque chose, mais enfin, est-ce que c'est une idée préconçue que j'avais, que vraiment ça faisait peut-être doublon avec le côté CV ou je sais pas trop. C'est très intéressant comme question. Fait que on va prendre le temps d'en discuter. Puis Mélissa, je t'oublie pas, je vois ta main. Tu sais, ce que je dirais en fait, le Lexi, la lettre de présentation, tu sais, disons, moi je te dirais, la lettre de présentation, c'est une synthèse, c'est un résumé. Et ton CV, c'est le détail. Fait que, tu sais, c'est le détail, c'est là où tu as toutes les informations détaillées dans le CV. Fait qu'effectivement, tu veux pas que ce soit un doublon ou une répétition de ton CV, ta lettre de présentation. Par contre, tu peux vouloir faire ressortir les faits saillants. On pourrait dire ça comme ça. Disons, peut-être que dans ton CV, mettons qu'on parle d'une présentation, tu pourrais nous donner la référence complète de ta présentation, dire ça a été où, à quelle date, peut-être nous expliquer ta présentation, elle a duré combien de temps, il y avait combien de personnes qui ont assisté. Tu sais, il y a des zones dans le CV où on peut mettre ces détails-là. Versus, tu sais, puis ça, tu pourrais mettre ces informations-là détaillées pour chacune des présentations que tu vas faire. Ça, ce serait bien vu dans le CV. Dans ta lettre de présentation, ce que tu pourrais faire, par exemple, ce serait ben moi, Lexi Lançon, j'ai fait un total de 12 présentations dans ma carrière dans des congrès scientifiques, incluant, là je donne des exemples, incluant 3 dans des congrès internationaux, incluant le prestigieux congrès de la Fédération mondiale des ergothérapeutes. Tu sais? Fait que ça, c'est un exemple. Tu sais? Fait que là, tu viens pas redire tout ce que tu as fait. Tu sais? Fait que là, dans ce moment-là, tu peux t'appuyer sur les chiffres quand tu fais des synthèses, mais amène un peu pourquoi, tu sais, quelque chose qui a été important ou quelque chose qui est hors du commun. Fait que, elle est là la nuance, effectivement. Tu veux pas répéter tout ce qu'il y a dans ton CV, mais tu veux ressortir une synthèse des faits saillants. Puis après, des fois, peut-être donner un exemple concret, quelque chose qui, pour toi, tu as l'impression que, hey, tu sais, ça serait bien, tu sais, que les évaluateurs en prennent connaissance. Mais tu as amené un point qui est super important, Alexis, l'espace qu'on a. Fait qu'après, c'est toujours en fonction de j'ai combien d'espace pour le mettre, puis c'est quoi les choses les plus importantes, les plus prioritaires à mettre dans ma lettre de présentation, puis ensuite on fait des choix qui des fois peuvent être difficiles. Est-ce que ça répond un peu? C'est-tu un peu plus clair, Lexi? Oui, vraiment, parce que jusqu'à maintenant, dans ma tête, c'était comme deux documents complémentaires, donc je disais pas du tout la même chose dans les deux. Donc ça fait que oui, ça m'a aidé beaucoup, merci. C'est parfait, avec plaisir, avec plaisir. Mélissa, on t'écoute? Moi, j'avais plus une question par rapport à la diapo suivante. Oui. C'était plus par rapport aux activités de bénévolat. Tu sais, je me questionne à quel point est-ce qu'on s'attend à ce que ce qu'on met ce soit en lien avec justement notre domaine d'études ou si elle s'implique bénévolement dans d'autres domaines ou dans d'autres, tu sais, qui sont quand même très loin. Est-ce qu'on le met quand même, on met tout ce qu'on peut? Euh, Hmm. Quitte à le mettre juste dans le CV, par exemple. Là. Mhm. C'est plus là où, tu sais, aussi la longueur du CV, est-ce qu'on y va pour quelque chose de plus long et détaillé, justement, puis on met tout, ou on y va pour quelque chose de plus court, mais vraiment ce qui est essentiel. C'est là où moi, j'accroche. Mhm, c'est une super bonne question. Fait que ce que je dirais, mettons, on va commencer avec la longueur du CV, puis après ça, les implications de bénévolat. Donc, pour la longueur du CV, Mélissa, ce que je te dirais, là, souvent euh, pour les bourses de recherche, bourses d'études, il n'y aura pas de longueur maximale de CV. Fait que dans ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est tout ce que tu sens qui est pertinent, tu le mets. Tu sais. Parce que ce qui est pas écrit, les réviseurs pourront pas le voir. Mhm. Versus, sauf que si ton CV est très long, tes réviseurs vont peut-être avoir besoin d'aide pour Ouais. trouver les bonnes informations. Fait qu'après, c'est de voir est-ce que tu utilises un CV qui est conventionné comme le CV commun canadien, que là, tu n'as pas vraiment de créativité, tu peux juste mettre les sections, mais au moins, il y a le mérite d'être très, très conventionné, très, très. Fait que, tu sais, tu vas voir. Mais dans le doute, souvent, le plus de détails qu'on peut mettre, c'est bon. Dans un CV pour une bourse de recherche, ce sera sûrement pas la même chose pour appliquer à une job, par Non. exemple. Tu sais. Mais pour une bourse de recherche, en général, oui, surtout dans les sections les plus payantes, je dirais, là, tu sais, en fonction des points. Fait que si vous êtes dans une bourse où vous sentez que les présentations et les publications sont payantes, ben, allez-y là, pour le détail puis d'être certaine dans la rigueur des informations présentées. Euh,
Puis pour les implications, je dirais, tu sais, c'est très rare qu'on fait quelque chose qui ne nous amène rien du tout, soit au niveau de notre recherche ou au niveau de nos compétences transversales, nos compétences comme personne. Fait que, tu sais, moi, je dirais, tu sais, vos implications de bénévolat, vous pouvez les mettre dans le CV parce que ça peut montrer que vous êtes une personne engagée. Tu sais, je veux dire, les implications de bénévolat de tout type. Mais dans votre lettre de présentation, Mélissa et tous, tu sais, moi, je dirais, si votre implication bénévole n'est pas liée à votre domaine de recherche de près ou de loin, dites-nous qu'est-ce que ça vous amène comme compétence. Est-ce que ça vous amène à des meilleures compétences de communication orale ou écrite, meilleures compétences de gestion de projet, gestion de budget, gestion d'équipe? Tu sais, souvent, il va y avoir quelque chose comme ça. Ou qu'est-ce que ça vous amène? En quoi est-ce que cette implication bénévole-là vous permet d'être une meilleure étudiante dans vos études? Il faut juste trouver la manière de faire du sens avec ça. Puis, si vous avez plusieurs implications bénévoles, puis qu'il y en a certaines qui sont plus liées à votre domaine d'études, ben, mettez plus d'accent sur celle-là, je dirais. Tu sais, je pense que c'était évident, mais je préférais le nommer quand même au cas où. Est-ce que ça fait du sens, Mélissa? Oui, c'est logique, oui. OK, OK, parfait. Merci. Merci. Je vous propose, je vois qu'il a été 54. Fait que je vais vous présenter le devoir, puis on va parler du protocole la semaine prochaine parce que de toute façon, c'est pas le devoir de la semaine prochaine. Vous n'avez pas à le préparer. Le protocole, ça va être justement après le 10 juillet. Fait que là, je vous donne ici votre devoir d'ici la semaine prochaine. C'est un atelier qui est non obligatoire. Hein, fait que, le devoir, il l'est aussi. Il est non obligatoire, mais je vous encourage fortement à le faire pour pouvoir profiter au maximum de l'atelier. Premièrement, je vous suggère de cibler au moins 2 programmes de bourse auxquels vous pourriez appliquer dans la prochaine année. Ça peut être au moins 2. Ça peut être plus si vous voulez. Puis idéalement, ce serait comme de cibler le programme, puis d'être vraiment certain, certaine que vous pouvez appliquer, puis que vous avez le temps et tout. On a parlé de certains programmes aujourd'hui. Vous pouvez choisir ceux-là, mais je vous encourage aussi à peut-être utiliser là, les sites de répertoire que je vous partage dans le PowerPoint, puis auxquels vous allez avoir accès. Sinon, si vous faites juste googler répertoire bourse puis votre université, vous allez trouver facilement. Mais sinon, l'exercice que je dirais qui pourrait être le plus, prendre peut-être un peu plus de temps, un peu plus d'implication, c'est de rédiger une lettre de présentation, maximum 1 à 1 page et demie, qui détaille votre parcours ainsi que les facteurs qui appuient votre excellence en recherche. Puis l'excellence en recherche, ça peut prendre différentes formes. Fait que c'est pas obligé d'être seulement sur le rendement académique, ça peut être aussi sur vos expériences personnelles, vos bourses, vos prix, vos distinctions, vos publications, vos implications pertinentes et autres. Donc, je vous conseillerais là, de faire ça parce que la semaine prochaine, quand on va arriver ensemble, on va faire un exercice où on va parler de la lettre de présentation, puis on va s'entraider à l'améliorer. On va faire ressortir c'est quoi les choses qui sont bonnes, faire ressortir aussi c'est quoi les choses qui pourraient être améliorées. Donc, fait que c'est ce que je vous propose comme devoir. Et on aura un 4 minutes sinon pour répondre à vos questions si vous en avez à l'issue de notre atelier. Y avait-il autre chose peut-être là, qui n'était pas clair ou que vous vous dites, ça, on n'en a pas parlé, j'ai l'impression, Louis-Pierre, là, ce serait le fun qu'on en parle soit là ou sinon au prochain atelier. Ça a l'air pas pire. Je pense que vous avez pu aussi là, poser vos questions ou vos commentaires au fur et à mesure de l'atelier. Good. Mais fait que sinon, ce que je vous propose, hein, Fatimata, si tu veux, on pourrait conclure l'atelier. Oui, exactement. Merci beaucoup, Lucien. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, il n'y a pas de main levée. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre participation interactive. Et voilà, je vous remercie vraiment. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le 10 juillet à la même heure, de 11 heures à midi pour notre premier atelier pratique. Donc, Excellent. Puis, je viens de n'oubliez pas penser. vraiment de... Oui, vas-y. Pardon, excuse-moi, Fatimata, je viens de penser que, sachez, l'atelier la semaine prochaine, la première heure où vous allez travailler entre vous sur les ateliers, sur vos documents, va être animée uniquement par Fatimata. Puis moi, je vais arriver à midi pour la deuxième portion de l'atelier où là, on va faire un retour en groupe
suite à votre travail, puis on va travailler tous ensemble sur vos documents. Mais fait que c'est Fatimata qui va vous recevoir au début de l'atelier la semaine prochaine. Oui, exactement, c'est ça. Excellent. Excuse-moi de t'avoir interrompu, Fatimata. Non, c'est parfait. Je pense que j'avais fini. N'oubliez pas vraiment de faire l'exercice. Ça va être vraiment aidant pour les prochaines demandes de bourse. On sait que pour les FLQ, d'ici là, c'est sûr qu'ils vont lancer. Et puis donc, c'est bon, c'est déjà Mhm. vraiment une bonne idée là de Mhm. commencer à faire quelque chose Ça et va de être pouvoir utile. discuter en équipe. Oui, exact. Très bon point. Puis ça va être utile pour n'importe quelle bourse à laquelle vous allez appliquer. Oui. Ce que je vous dirais aussi, on n'attend pas la perfection, hein. On est dans un espace d'entraide, de collaboration. Fait que allez-y avec ce que vous êtes capable, puis stressez pas si vous sentez que la lettre, elle n'est pas optimale. C'est correct, c'est à ça que ça sert qu'on la travaille ensemble. Ça vous va? Excellent. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde pour votre attention et votre énergie. Ça a été très le fun aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Merci, bonne semaine. Merci Merci. beaucoup.